frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Merci, ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Aïe, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel. On y festoie gaiement et on se remplit la panse avant d'aller tout dépenser dans un rallye à pied dans la cité de Lude. Aïe, compagnon Zéphiria les grands poils. Aïe. Aïe, vous deux. Bienvenue dans ce 17e épisode de la 19e Palabre. On est toujours, je vais faire mon récap du 19e épisode, tout à fait, mais on est toujours dans le tome 3, donc on se rapproche pas de la fin. Enfin si, techniquement, mais on est toujours que dans le tome 3. De la Tour Sombre, on entame le livre 2, qui s'appelle Lude, un amas d'images brisées, qui commence avec le chapitre 4, intitulé La cité et le cathète. Et on va le faire en entier, pour les personnes qui se demanderaient où on en est. Et on va commencer par les commentaires avec Yosis sur Discord, et il me semble que c'est Johan Simon sur YouTube, des précédents commentaires, qui nous dit « Quel plaisir cet épisode !» C'est un passage hyper marquant dans l'histoire qui reste ancré en moi, surtout ce passage, bien que le contexte soit désastreux, où Deta sort sa carte piège de Uno contre le démon. En plus, quand on pense au futur et qu'on se rend compte que cette scène est une énorme préparation, comme le dirait Zef, j'ai les poils qui se dressent. Je dis ça, moi? Je sais pas. Si peu. Est-ce que t'as le grand poil qui se dresse? Il y a trop de sous-entendus dans cette phrase. Exactement. Donc on va s'arrêter. Zéro. Il y a Betty News qui nous a tagué sur Instagram parce que en mettant merci la 19e Palabre de m'avoir redonné le goût à la Tour Sombre. Du coup, j'ai acheté les tomes 4, 5 et 6. Et ça, c'est trop cool de se dire qu'il y a des gens qui lisent ou relisent avec nous. J'espère que c'est une relecture pour lui, hein, parce que sinon il va perdre des surprises un peu en cours de route. Bon, après, elle nous écoute depuis le début, donc je pense qu'elle sait à quoi s'attendre. Ouais. Oui, clairement. Ouais. Oui, c'est foutu. Oui, alors là, c'est les personnes qui nous écoutent depuis l'épisode 1 n'ont toujours pas compris ce qui se passe à la fin du cycle. Quoi? Vraiment, on n'est pas bon. Hein. J'ai jamais compris ça. Dead Hunter fidèle qui nous dit, pour revenir sur les cartes, je rejoins totalement Zéphiriel sur l'échelle et les distances. Pour rappel, l'histoire des cartes sur l'épisode précédent, c'était ce problème d'échelle. Est-ce que du coup la carte de l'entre-deux-mondes elle est pas calée sur une carte du monde? Et on avait parlé en disant que y a un souci d'échelle de toute façon dans ce genre d'univers où on a toujours l'impression que c'est immense, en fait c'est tout petit. Il dit, et je reprends ma théorie, les cartes qui indiquent la route suivie par Roland puis par le cathète sont toutes axées sur le rayon de l'ours. Toute la vie de Roland est liée à ce rayon en particulier, il n'a jamais été dans d'autres régions éloignées de ce rayon. Mégis est sur le rayon de l'ours et toute sa vie le conduit à la tour, au centre, jamais de l'autre côté sur le rayon de la tortue ou sur des autres rayons. Donc au niveau de la représentation du monde de Roland / de la tour, on n'en connaît qu'un 12e, car tous les romans se passent sur ce rayon. Ça pose plein de questionnements sur l'existence d'autres régions, d'autres cités comme Gilead ou qui géraient d'autres baronnies ou autres formes de territoire sur leur propre rayon. Ces cités sont-elles en contact? Les rayons sont-ils séparés par de vastes étendues désertiques qui font que chaque portion du monde n'a pas connaissance du reste? C'est pas évident de se faire une idée globale du monde de la tour. Oui. Moi, j'avais pas réalisé que Mégis était sur le rayon. Je me dis, c'est proche de ce rayon-là, c'est plutôt dans ce coin-là, mais je dirais pas que c'est sur le rayon. Moi, je l'avais pas en tête non plus spécialement, mais comme vous le savez, de toute façon, ma mémoire étant ce qu'elle est... Je me dis, c'est suffisamment éloigné. En fait, plus tu t'éloignes et plus la distance entre les rayons elle est grande, donc c'est suffisamment éloigné de la tour pour que ce soit le rayon le plus proche, mais pour autant, c'est pas sur ce rayon-là. Oui, pour moi. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est on voit que cette région de ce rayon-là. Ouais. En fait, ouais. On voit un camembert je fais un geste dans la caméra pour que vous compreniez, mais comme au Trivial Pursuit, mais on voit. Il y en a 6, tiens, je sais pas. Mais grosso modo, en fait, on voit le rayon, enfin, la carte est centrée sur le rayon et on voit ce qu'il y a autour. Et Mégis est, entre guillemets, sur ce rayon parce qu'elle fait partie de la ville, enfin, de la région, effectivement, comme tu le disais. Donc, je pense que c'est plus ça qu'il veut dire dans ce sens-là. Mais c'est marrant parce que, du coup, j'ai pas pensé à regarder parce qu'on va parler d'une autre baronnie, là. Et du coup, de Garland. Ça peut contredire un tout petit peu ça, dans le sens... On ne sait pas exactement où elle est, ou j'ai pas regardé où elle était. Non, je l'ai pas vu. Enfin, j'ai regardé quelques cartes, je l'ai pas vu dessus. Ouais, et du coup, ils savent quand même qu'elles existent et à quoi ressemblent les gens là-bas et ainsi de suite. Donc, techniquement, il y a comme dans
à mon sens, comme dans toutes les œuvres de ce type, quand il y a un ou plusieurs continents, les gens voyagent, il y a des colporteurs, il y a des marchands, il y a des choses qui vont de ville en ville ou de région en région, de pays en pays, ou de territoire en territoire, sans parler de ce roman, et du coup qui font que les gens, il y a quand même des nouvelles qui circulent. Mais c'est intéressant, on est vraiment dans l'antithèse de la science-fiction, dans le sens où ça redescend vers quelque chose de très traditionnel, quoi, vers le Moyen-Âge. Il y a peut-être même des portes qui permettent de voyager d'un rayon à un autre, et ça explique aussi le besoin de technologie qu'ils ont, et notamment de monorails supersoniques qui vont à la vitesse plus vite que le son. C'est qu'en fait, c'est pas que les distances entre le bout du rayon et la tour sombre, c'est aussi entre eux. On imagine assez facilement l'étendue du rayon, enfin l'étendue du monde de Roland, quand on sait là à quelle distance il est de la tour sombre. Si sur tous les rayons il y a cette distance-là, c'est très très grand. Alors Blaine, il nous a pas dit à un moment qu'il traverse les étages de la tour plutôt que les rayons. Je dis peut-être une connerie. En fait, il y a de mémoire, on le verra après, mais il y a une double signification, enfin double état, ou en tout cas. Mais effectivement, Blaine traverse il est sur le rayon. Enfin, il n'y a pas un truc comme ça. Non, il va pas sur le rayon. Non, il est pas sur le rayon. En fait, pour moi, Blaine, il voyage quand il parle de voyager entre les étages de la tour, je crois qu'à un moment, il prononce à peu près cette phrase. Pour moi, c'était dans le sens, il voyage effectivement entre les mondes. Peut-être que c'est un de ces états possibles, ou que passer des stations ou des portes qui sont sur son monorail fait que il peut le faire. Je sais pas. En effet. Parce qu'on le verra qu'il passe, il les amène dans le monde du fléau, mais on l'a déjà dit. Du coup, la question que je me pose, c'est, et il y a rien qui nous guide là-dedans, c'est vraiment, ça serait pire que de la théorie d'essayer de trouver une réponse, c'est, vu que Roland, c'est le dernier pistolero, est-ce que c'est le dernier pistolero de ce rayon-là, parce que on se dit que les gens des rayons ne communiquent pas entre eux, ou est-ce que c'est le dernier pistolero de tout l'univers qui entoure la tour sombre, et là, tu dis, oui, ok, et est-ce qu'il y avait d'autres pistoleros? Est-ce qu'il y a que des pistoleros sur le rayon de l'ours, en fait? Est-ce qu'il peut y avoir Est-ce que Gilead n'était pas la seule représentante de ce phénomène, de cet état, de cette police d'état un peu que sont les pistoleros représentants? On sait qu'il y a d'autres baronnies, mais on sait pas trop si elle faisait des pistoleros. Ouais, en fait, comme il parle de pistoleros qui existent aussi dans notre monde, on peut facilement imaginer que ça existe partout. Mais effectivement, en fait, on pourrait se dire que tous les rayons de la tour ont eu une histoire au même moment qui ont sauvé la tour. Tu vois, comme là, tu vois, il y a peut-être eu des héros qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, des pistoleros qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Bah, tu vois, tout un effet là-dessus, quoi. Et que c'est le dernier qui essaye, ou un truc comme ça. Alors, en fait, je pense qu'il se dit qu'il est le dernier parce que dans la baronnie de Gilead, les pistoleros, ça venait de là, en fait. Ouais. Et on a Marceline Van Boom Boom sur Discord. Et là, Grand Poil a trébuché sur cette question. Moi, j'ai pas une mémoire suffisante pour ça, et c'est là où on se disait, Grand Poil et moi, avant que t'arrives, Zef, qu'on va tester ta mémoire sur cette question. Ça va bien se passer. Concentre-toi. Alors, je sollicite votre expertise. Je suis en train d'écouter l'audiobook de Magie et Cristal et je me suis complètement empêtrée. J'ai réécouté plusieurs fois certains chapitres et pourtant je suis perdue. J'ai 2 questions, peut-être trop précises, mais sait-on jamais. Comment Suzanne rejoint-elle Olive? Qui se bat aux côtés de Roland dans le canyon? Ils sont juste 3 super pistoleros. Un tout grand merci. J'ai même repris l'épisode du Roi Steven, je ne m'en sors pas plus. Là, Grand Poil et Marceline échangent, et Marceline, Olive, c'est la femme du maire. D'accord, ok. Et moi, je me souviens même pas que Suzanne, elle rejoint la femme du maire à un moment donné. Non, ce passage-là me parle pas. Sauf si c'est le moment où il la capture. C'est peut-être le moment où il la capture. Ouais, c'est peut-être là. Mais c'est une ellipse. On nous explique pas comment c'est arrivé spécialement. Elle s'est fait gauler, quoi. Non, de mémoire, on voit quand elle se fait capturer. Il y a un effet fort là-dessus. Je crois qu'il y a un effet de... Roland dit à Susanna, ne bouge pas, ça va péter en ville. Et elle bouge quand même pour sauver quelqu'un. Il y a un truc comme ça, en fait. Il y a vraiment l'effet narratif de, je suis quand même une héroïne, je vais y aller, quoi. Ouais. Et il y a un truc comme ça, et c'est là où elle se fait capturer. C'est peut-être ça. C'est pas avec Chimie, c'est pas Chimie qu'elle essaye de faire partir. Je sais plus. Là, vraiment, c'est trop loin pour moi. Ouais. Mais je pourrais dire qu'ils sont les 2 autres pistoleros. Ouais.
pour moi, dans le canyon, ils sont effectivement que 3 pistoleros. Hein. Ils leur tendent une embuscade, ils font brûler les fourrés, et c'est la tramée qui s'occupe du reste des gens, quoi. Oui, complètement, ça, ouais. Il y a Cuthbert et Alain. Ouais. Il y a assez peu de doute là-dessus, et c'est pas pour rien que c'est des pistoleros, de toute façon. Voilà, sur les commentaires pour cette fois-ci. Ah, j'avais fait un sondage. J'avais posé la question, vous aussi, vous aviez une maison hantée dans votre village / ville d'enfance. Et on a eu 11% de oui, et j'y suis allé. Donc 11% de Zef, 44% de oui, et 44% de non. Ah ouais, presque la moitié qui en a pas. Vous êtes tristes, les gens. Oh, le jugement. Non, je pense après, les gens qui... En fait, les gens qui... Enfin, quand t'as grandi à Paris, t'as peut-être pas ça. Nous, on avait ça dans nos... Enfin, moi, j'avais un village de 650 habitants, c'était assez facile de faire des légendes autour d'une maison un peu abandonnée. T'as des catacombes, t'as de quoi t'amuser, hein. T'as de quoi te faire des légendes, hein. Oui, mais c'est pas une maison hantée comme on l'entendait, tu vois. Ouais, mais... C'est pas Dutch Hill. Je pense pas que les oui et j'y suis allé, ça soit les gens qui sont allés genre au manoir hanté Disney, tu vois, et qui ont payé l'entrée. Il a rouvert, je crois, d'ailleurs. Oui, il a rouvert. Et du coup, 11% de comme Zef, en effet, qui sont allés. Trop bien. Et ils ont survécu. Oui, pour répondre. Apparemment. Après, on a peut-être des fantômes qui votent, on sait pas. Marrant, on va savoir. Ce serait drôle. Ou je sais pas. Non, nous le dites pas. Si vous êtes des fantômes, je veux savoir. On est prêt à passer au résumé. Zef, je pense que tu as préparé un prédiction. Là, juste avant de commencer. Entre mes 2 coups de dents dans mon tacos, bien crado, parce que j'ai pas eu le temps de faire à manger. Nos héros sont enfin réunis. Après avoir parcouru le rayon, chacun de leur côté, comme un millefeuille, Jack a affronté une maison entière, tandis que le trio a trouvé un cercle de pierre. Susanna a contrôlé un démon. Eddie a ouvert une porte et Roland est allé finalement chercher Jake. Notre cathète est complet ou pas? Je m'attendais à ce petit cri juste après. C'est trop bien. Et je me suis retenue dans le résumé de mettre des références à Hot à chaque fois qu'il y en a, parce que c'est juste pour bien montrer qu'il est hyper présent, qu'il est là, qu'il les suit et qu'il l'intègre. Et on verra à la fin, il y a un élément de narration qui fait que, ok, on comprend qu'il est vraiment intégré et qu'il fait partie du cathète. En vrai, je me permets là, mais c'est chiant quand tu fais résumé, j'imagine. Avoir un point haute dans le sens, c'est une grosse préparation que je fais là, mais c'est-à-dire le dire qu'à chaque fois qu'il est cité, c'est intéressant, je pense, pour la fin, toute fin. Parce que de la toute fin, Hot, il est encore là, on l'oublie parce qu'il est plus cité. Ah oui, et c'est important parce qu'il y a un gros cliff là-dessus de oh putain, c'est vrai qu'il est là. Ouais, il y a une inversion un peu de sa présence. Ouais. Oui, il se fait oublier parce qu'il est malheureux. Ouais, mais du coup, tu te souviens qu'il est là et il sauve vraiment une situation forte. Et bon, après, c'est pour ça que je dis ça. J'ai relevé les premiers contacts, j'ai relevé quelques petits trucs, mais il est beaucoup plus présent chez King, où en fait, il est là dans quasiment tous les points, je pense. Oui. Alors que, on fait toujours mention à lui dans tous les points, et moi, je fais pas mention à lui dans tous les points. Sûr. Mais du coup, c'est marrant d'avoir cette répétition qui baisse au fur et à mesure, au moment opportun. Et de se rendre compte que oui, en fait, c'est le cas. Mais c'est hyper important de le souligner, parce qu'en effet, du coup, on se rend compte là que c'est un style de King qui est voulu d'insister sur sa présence, parce que du coup, son absence signifiera quelque chose. Donc, livre 2, qui s'appelle Lude, un amas d'images brisées, et ça commence avec une image d'un papier peint déchiré avec des lutins qui dansent dessus, et une image d'un squelette d'animal proche de ce qui semble être des barbelés ou une barrière effondrée, on ne sait pas trop. Ouais. Pas trop de rapport avec avec le futur contenu. J'ai essayé de réfléchir et j'ai pas trouvé de justification vraiment à ces images-là. L'image de lutin sur le papier peint déchiré, je crois que je voulais aller chercher. Je suis persuadée que c'est présent ailleurs, mais je sais plus si c'est dans la tour sombre ou si c'est dans un autre King. Attendez, en vrai, je vais aller chercher tout de suite. En vrai, moi, je voyais la maison de Dutch Hill, mais c'était pour dire que... le papier peint, peut-être à la limite. Mais il précisait pas qu'il y avait des lutins dessus. Mais comme ça se passe vraiment au tout début, c'est pas... Tu vois, il aurait mis ça en fin de chapitre. Au tout début, ça me faisait un peu étrange.
Ah non, ce que j'avais, c'était dans ça. Il me semblait bien qu'il y avait un papier peint sur Nable Street. Dans la maison de Nable Street, le papier peint, il y a des roses dessus. Oh. Et d'elfes portant des capes vertes. Putain, c'est ça. Ok, non, c'est ça. Je suis bête parce que du coup, moi, là, dans mon résumé, je mets lutin. Et en fait, dans mon dossier multivers sur le site, ce sont des elfes. je mets dans la maison de Nable Street, on nous décrit un papier peint décoré de roses et d'elfes portant des capes vertes. C'est ça, c'est des elfes avec. Je vois ils ont des ailes, mais ils ont pas de calme, mais ça pourrait être des petits elfes, un elfe de maison, des petits dobbies. On retrouve les mêmes elfes décrits dans la tour sombre tome 3, semble observer Jack dans la maison de Dutch Hill. Donc je pense que c'est ce qu'on a. Ouais. Ah donc c'est bien le. Ouais. Okay. On l'a pas relevé au précédent quand il les mentionnait, mais du coup on a l'image là. Et ça fait définitivement le lien avec la maison de Nable Street puisque c'est le même papier peint. Ouais, c'est bien. Voilà, bien. la boucle est bouclée. Donc chapitre 4, et moi ça me perturbe que le premier chapitre du livre 2, ça s'appelle chapitre 4. C'est une mécanique de l'esprit qui me dépasse. C'est très étrange la numérotation de... Ouais, c'est vrai ça. Bah ouais. Petit 1. 4 jours plus tard, bien en vie et débarrassé grâce au Keflex de la fièvre de 3 jours causée par la piqûre de l'araignée. Notons au passage que Roland ne parvient toujours pas à prononcer Keflex. Je tiens à noter pour les personnes qui nous écoutent que Zef a déjà levé le doigt. Désolé. Non, c'est ok, c'est très bien, ça me fait rire. Jake se fait réveiller par un bafouilleux qui lui lèche le visage. Un peu maigre, mes yeux cerclés d'or et arrière-train qui se dandine, voici le encore pas nommé Hot que nous on attendait autant. J'ai insisté sur le fait que ce soit encore une araignée qui pique Jake, c'est tout. Ouais. Comme je précisais au chapitre d'avant. Autour d'avant. Mais je pense que c'est une araignée de la maison qui l'a piqué, effectivement. Donc c'est pour dire que... Ouais. Et je trouve ça intéressant que... il y a un souci de langage entre des prononciations que Roland n'arrive pas à faire, comme quand tu apprends une autre langue d'un autre pays ou d'un autre territoire, sans nommer Lucas, qui t'arrive pas à faire toi non plus. Moi, j'arrive pas à rouler des R comme comme les pays chauds du Sud. J'arrive pas à le faire en Espagne. Ou les Écossais. C'est assez étonnant. Ouais. C'est rigolo. Oui, voilà. Mais c'est pour dire, c'est intéressant. À noter. Sur Hot, pour votre représentation mentale, King l'a décrit de façon à ce qu'il soit directement inspiré de Marlowe, qui était son corgi de l'époque. King adore les corgis, Tabitha, son épouse, adore les corgis aussi. Et là, celui de Tabitha est décédé, et King, maintenant, il a Molly, qu'on voit beaucoup sur Twitter. Mais à l'époque, il en avait un qui s'appelait Marlowe, et quand il décrit Hot, en fait, c'est son corgi qui est décrit. Ah, c'est marrant. Rien à voir parce qu'on parle de corgi, mais du coup, je connais un auteur qui fait un proto où c'est une course de corgi. Et tu joues, et quand il m'a dit ça, je dis les corgis j'ai remué un peu le cul. Il a fait oui, les corgis. Trop bien. Un proto de jeu de société. Ouais, un proto de jeu de société. Putain, trop bien. Et du coup, genre, est-ce qu'il y a des corgis qui ont un peu... Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a un espèce de mécanisme j'ai pas eu le temps de jouer. Il m'a juste parlé, je devais aller voir le jeu, j'ai pas eu le jeu. Mais apparemment, tu joues des cartes et il y a plein de corgis dessus. Et pour revenir à la tour, je suis désolé, du coup ça me faisait penser à ça. Pour revenir à la tour, je trouve ça, la façon dont il le dit, c'est la chose chaude renifla son visage d'Airchef, oui. Jack s'assit sur d'un bond sur son séant, les yeux écarquillés comme des soucoupes. Et en fait, c'est marrant la façon dont tout le passage est lu. Je me disais, on avait l'impression que Hot attendait le passage des gens, comme s'il y avait dans notre notion en théorie du cycle qui se répète je sais que je dois être là maintenant en fait, et je dois attendre les gens. Et c'est intéressant. Oui, il y a quelqu'un qui a guidé Hot vers eux en allant dans sa cuisine sans savoir pourquoi il allait dans sa cuisine, sans doute. Oui, pour relier avec ce qu'on disait l'épisode précédent. Mais du coup, j'aime à penser que c'est ça en fait, qu'il les attend. Ouais. Impossible pour Jack de dire quelle heure il est. Sa montre Seiko déconne à plein régime, elle affiche des heures impossibles et va à rebours, mais pas à la bonne vitesse. Jack demande à l'animal « Comment va mon petit pote ?» Celui-ci répond alors « Hot ». Oh là là. Il y a la rêve que j'ai pas compris, c'est avec la voix d'un footballeur anglais souffrant d'une angine. Ok, j'ai pas réussi à me dire c'est quoi cette voix. C'est une voix un peu rappeuse. C'est marrant parce que du coup j'ai écouté, quand j'ai le temps, j'écoute Kingslingers, qui est un podcast américain, mais en anglais. En fait, c'est deux journalistes, je crois, qui font comme nous sur La Tour Sombre, mais qui, en fait, il y en a un des deux qui n'a jamais lu La Tour Sombre. Donc, ils spoilent beaucoup moins et tout, et ils disaient que eux, ils arrivaient pas à entendre le nom ou entendre les mots prononcés par le bafouilleux autrement qu'avec une petite voix, alors qu'en fait, c'est une voix plutôt rappeuse et plutôt un peu grasse. Ah, c'est marrant.
Ouais, un petit animal enroué, plus grave que aigu, quoi. Alors que nous, on entend un petit jappement. Ouais. Je suis assez d'accord. En vrai, j'arrive pas à imaginer une voix autre que mignonne, en fait. Mais en fait, haute, rien que nous, le oi, tu peux le faire un peu plus grave. Le haute, tu fais pas haute, tu vois. Ce serait haute, t'aurais un truc un peu plus rappeux, un peu plus grave, mais haute, c'est un petit jappement pour moi. Tu rentres dans ton micro et puis t'as le bon son, quoi. Haute. Tu fais du gros. C'est exactement ça. Les chanteurs de black metal, ils savent dire haute. En fait, c'est un chanteur de métal. Envoyez-nous des vocaux avec votre interprétation. Putain, ce serait trop drôle. Mais ouais. Roland explique. Les bafouilleurs répètent ce que les humains disent. Celui-ci se comporte comme ses anciens qui étaient domestiqués dans les baronnies. Et ça fait longtemps que Roland n'a pas vu un tel comportement parce que maintenant, ils sont tous à l'état sauvage et assez casse-bonbons. Il fait l'effet au pistolero d'un bon petit gars et il paraît qu'un bafou porte chance. Il consent à ce que Jack lui donne à manger, même si ça veut dire qu'ils ne pourront pas s'en débarrasser. Hot qui a peur, Jack qui ne veut pas l'effrayer, Roland qui aide Jake. Pour moi, c'est une vraie scène de complicité, de vie de famille. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de me dire que c'est probablement la première fois pour Jake qu'il vit un vrai moment de famille de « Ok, on a trouvé un petit chien, je consens à ce que tu le gardes. » Quelqu'un s'intéresse à lui, qui quoi. se constitue, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas dans son monde avec son père. Et il lui fait confiance et l'écoute. Il y a un truc très fort. On le verra notamment quand ils sont à River Crossing quand Roland, il prend le temps d'interroger chaque personne de la même façon, chaque membre du quartet sur quel est ton avis, je t'écoute, je te fais confiance, et que ce soit Jack, Susanna ou Eddie, il les écoute les trois de la même façon. Et Jack, il a jamais eu ça, que ce soit de ses amis, de ses parents, de sa nourrice ou de ses professeurs, peut-être, sauf à la limite la professeure d'anglais à la fin. C'est la première fois. Ouais, c'est clair. Qu'il est respecté, en tout cas. Mais Eddie lui fait peur malgré lui, l'animal d'étal. Au loin, pour le 3e matin consécutif, des tambours résonnent. Il marche, s'approchant toujours de cette cité qui ressemble à une petite New York, sans qu'on puisse dire si elle est en ruine, et si on y trouvera de l'aide, tout en longeant le fleuve de la Sound. On ne voit pas encore de pont, mais la route et le fleuve se rapprochent. Il croise des fermes qui semblent être abandonnées à cause du temps, mais pas à cause d'une guerre, ce qui renforce les espoirs secrets d'Eddie et Jake. Aux yeux de Jake, la vision ne différait pas guère de celle de New York. Il jugeait il voit la skyline, c'est des bâtiments. Et ça, en fait, rien à voir avec la tour sombre, ça me faisait vachement penser à la cité de Metropolis d'un jeu de rôle qui s'appelle Cult, qui est la cité originelle, dans le sens, c'est la cité qui inspire toutes les cités du monde, tous les New York, les Paris, les San Francisco, tous les trucs cités qui sont des rassemblements forts de personnes qui attisent et la haine, et il y a plein de trucs autour de ça. C'est un jeu de rôle très 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 sombre, mais c'est assez intéressant du coup parce que Lude représentait un peu ça pour moi aussi, cet effet très négatif de la ville, le concentré de tout ce qu'il peut y avoir dedans, tous les ressentiments, tout qui va arriver en fait. De la même façon que Roland et le cadet, c'est souvent des archétypes quand même de personnages. Cette ville-là, c'est un archétype aussi de la décadence, de la déchéance, un peu lié aussi à la technologie, ce qui est quand même une rengaine de King assez régulière. Ouais. C'est marrant parce que moi je trouve que ce chapitre-là, il a une vibe jeu de rôle de fou. Je l'ai noté plus loin dans mon résumé. Le côté de, ok, il y a une ville devant, on peut la contourner, on la contourne ou pas. Moi, c'est toujours ma question. J'ai eu une campagne de 3 ans de Donjons et Dragons. À chaque fois qu'on se retrouvait à un embranchement ou devant une ville, j'étais en mode, je sais pas si on y va ou pas, je savais jamais décider, je savais jamais quel chemin suivre, pourquoi on n'irait pas, pourquoi on irait, et ça m'a vraiment fait penser à ça. Ah, c'est clairement tout le passage, tout le chapitre est vraiment dans celle-là. Ouais. Et puis on est vraiment à la place, on est avec eux, ils découvrent ce nouveau monde, parce que pour tout le monde là c'est nouveau. Roland ne l'a jamais vu, les autres ne connaissent pas. On découvre en même temps que tous ces paysages, donc il y a vraiment cette sensation un peu d'aventure, de découverte, d'émerveillement / un peu d'appréhension parce qu'ils n'ont pas croisé que des trucs sympas jusque là quoi. Il y a un truc très fort, c'est qu'on découvre aussi pour la première fois Roland avec des semblables qui sont pas des menaces, parce que nous on l'a vu à Tulle, mais à Tulle ça s'est pas bien passé. Sinon en dehors de ça, il n'y a pas eu vraiment de contact de gens des baronnies avec des baronnies ou des autres territoires avec un pistolero et tout ce qui va avec en fait. Et eux ils vont découvrir ça en même temps que nous. Donc ils croisent des animaux qui ont muté, sûrement comme les créatures sur les montagnes, mais en moins grave. Impossible de dire quel type de gens ils trouveront dans la cité, mais Roland sent qu'ils sont observés depuis 2 jours.
Mais alors qu'il continue d'avancer, le bafouilleux réapparaît. Je sais ça parce on se posait la question, c'est un choral, ce qu'on voit juste en dessous en dessin. Les barbelés avec les os blanchis au début du chapitre. Un choral. Ouais, ils le disent. Ils longeaient une bâtisse, presque sûrement une ferme qui avait partiellement brûlé. La foudre peut-être songea Jake, blablabla. Comme Roland lisait dans ses pensées, il lui entoura les épaules, les bras. Il le cherchait à savoir, Jake, ce qui arrivait, quoi que ce soit, ses produits, voilà, des lustres. Il tendit l'index. C'était probablement un choral. À présent, ce n'est plus que 4 ou 5 bouts de bois saillant hors de l'herbe. Et en fait, le choral, c'est une forme de ferme, en fait. Et donc, tu as effectivement le barbelé avec ce qui entoure la ferme et le restant des animaux morts. Pour moi, c'est ce que j'avais relevé comme tel. En effet, du coup, c'est ça. Dans l'après-midi, vers 3h, nous dit-on, je continue à relever les 3, c'est plus fort que moi, ils font une courte halte s'approchant de la cité. Il faut être paré à toute éventualité. Jake donne l'arme de son père et le chargeur à Eddie. Le garçon se sent de plus en plus déconnecté de sa vie new-yorkaise. Et moi, je veux dire, en même temps, je suis rentrée de vacances hier et j'ai déjà l'impression que mes vacances c'était dans une autre vie. Et je pense que Jake, c'est littéralement ça aussi. Enfin, en fait, il est dans un univers qui est tellement différent, des gens différents, un décor différent, des enjeux différents. Entre la magie et cet effet-là, son passé s'efface à vitesse grand V. On avait déjà eu des indices de ça avant, de toute façon. J'avais noté juste avant ça, effectivement, t'as pour toute réponse, le pistolero haussa les épaules, l'air de dire la réponse t'appartient, et c'est exactement ce que tu disais, Amy, il est écouté direct, quoi. Il est comme un adulte et il a sa place dans le groupe, c'est instantané, et c'est incroyable. Et derrière ça, en moins d'une semaine qu'il est là, il se fait déjà l'idée que marcher dans une sorte de désert, c'est sa nouvelle vie et c'est normal pour lui, quoi. Donc effectivement, comme tu dis, il y a cette facilité de passer à une autre vie et il avait tellement voulu ça avant de passer la porte que c'est naturel. Moi, j'allais dire que c'était quasiment, en fait, la situation inverse de la tienne. Là, pour le moment, c'est presque des vacances pour Jake. Il sort de sa vie compliquée, chiante, pas drôle. Il arrive dans un nouvel univers. Son mental va beaucoup mieux. Il a retrouvé des connaissances en qui il a confiance et qu'il écoute. Pour le moment, pour Jake en tout cas, on est plutôt dans le côté vacances idylliques de sa vie. Ouais, pour autant, il le dit plus tard à Talita, il sait que ici, c'est son nouveau chez lui. Ouais. Donc, il n'y a pas ce truc des vacances où il va rentrer. En fait, il sait qu'il va pas repartir. C'est son nouveau monde. Donc la consigne est claire, s'il croise des gens, il ne parle pas en premier, et il ne tire pas en premier non plus. Roland espère même pouvoir faire un brin de Cosette, même s'il semble paré à la bataille, et Susanna se dit qu'il ressemble à ce qu'il devait être avant que le monde ne change. Ils se remettent en marche, le petit bafouilleux désormais prénommé Hot sur leurs talons. Point concordance, il parle des écumeurs, en disant que mais aucun écumeur vivant n'a jamais porté d'armes pareilles, s'il y a des anciens dans sa ville, ils le sauront en route. Écumeurs, tome 1 de Concordance, page 302. Les écumeurs de l'entre-deux-mondes sont donc des hors-la-loi, des bandits. Ils pillent, dépouillent, assassinent et ravagent tout. Les gris sont des écumeurs, de même que les grands chasseurs du cercueil, qu'on verra dans le tome suivant. Ce sont les écumeurs qui ont rendu aveugle, merci, mais ça spoil un tout petit peu. Et voilà. C'est pour le... Et oui, en effet, Roland, il parle direct tout seul d'écumeurs avant même qu'ils arrivent à... Désolé, j'ai beaucoup de points concordance en stop. Je m'excuse d'avance parce que je non, mais c'est bien. Lire ça. Bah non. Mais oui, je sais pas pourquoi je m'excuse. Pardon, j'ai des théories. Ouais. Alors moi, excuse-moi, mais j'ai un résumé. Je suis désolée, j'ai pas pu faire autrement. J'ai vraiment. Il commence à avoir beaucoup de termes où là, ça ressort énormément. Oui. Et en fait, en reparcourant un tout petit peu Concordance, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de termes qu'on n'avait pas vus avant. Et c'est pas dommage, mais c'est fort. Non, mais on est là aussi pour réexpliquer, recontextualiser l'univers, autant pour nous que pour les personnes qui nous écoutent. Hein. Donc il n'y a pas de souci. La cité, digne d'un vieux western, semble morte. Bâtisses brûlées et bâtiments branlants, pas de signe de vie depuis longtemps. Mais Susanna a le sentiment d'être épiée, et Roland confirme cette impression qu'ils ne sont pas seuls. Alors qu'ils avancent, elle voit même un visage disparaître de derrière une fenêtre. Là, on est vraiment dans un western. Susanna imagine avec une clarté folle quelle était la vie ici, avant que le monde ne change, comme si elle avait vécu ici dans une autre vie. Et moi, ce passage, je me suis demandé s'il y avait un sens à nous faire comprendre
enfin, c'est même pas nous faire comprendre, à nous décrire aussi précisément ce que elle voit comme si elle l'avait déjà vécu. Est-ce que j'ai loupé quelque chose après, mais je pense ou qu'elle est-ce a la ref un peu western, littérature de gare, ok. et je pense que ça lui parle aussi. Tu vois, moi, quand il décrit la scène, j'entends le vent et la petite boule d'herbe qui passe au milieu de la grande rue, là. Ok, ouais, c'est juste pour la ref western. Ouais. Un panneau indique que Lude est à 160 roues de là. Le nom de la cité évoque vaguement quelque chose à Roland. Point concordance. Les roues. Page 314. Alors, faut que je le retrouve au passage. Excusez-moi. J'ai pas tout noté. Ça fait combien de kilomètres? Et effectivement, une roue, une unité de mesure archaïque, toujours en usage à Gilead. Dans Terre perdue, Blaine nous apprend qu'une distance de 8000 roues est équivalente à 11 000 km. Cependant, Alors, dans pour ce lui en roman, croire. Blaine le farceur nous dit aussi qu'à une vitesse de 530 roues à l'heure, ça équivaut à 12 000 km/h, ce qui change le rapport entre les deux mesures. Ou bien Blaine se joue de Roland et de ses amis, ou bien il a grillé plus de circuits qu'il ne croit. Donc on a du mal à se dire exactement ce que ça vaut. Ok. Un graffiti indique mort aux ados, sans que personne ne sache ce que ça veut dire. Pas de point concordance. Peut-être pas encore. Là, bon, J'ai attends. On l'a, non, on va on nous les l'explique rencontrer, après. mais ouais. J'aurais pu, effectivement. Je l'ai pas relevé celui-là. C'est marrant. Au-dessus du poteau où il y a plusieurs panneaux, une boîte métallique sur laquelle Roland jette une pierre, déclenchant la levée d'un drapeau vert avec les lettres « Passez piéton ». C'est à ce moment qu'un vieil homme et une vieille femme, aveugles, sortent de ce qui semble être un ancien tribunal et se dirigent vers eux. Ils se chamaillent, elle pense que ce sont des méchants, des écumeurs. Lui non, parce qu'il voyage avec un ado grand A. Quand Roland leur parle en haut-parlé, ils comprennent que c'est un pistolero et se précipitent vers eux. J'avais noté toute la fin du passage 4 en disant j'adore l'ambiance de ce passage. Comme vous le disiez, ça fait très western. L'arrivée en ville qui est l'inverse de Tulle quand Roland y arrive. C'est-à-dire la ville était... les deux font western très classique. Mais Tulle finit dans une tuerie alors que là ça finit dans les larmes, mais pour une autre raison. Et du coup il y a un effet ville fantôme avec un sauveur qui vient réveiller un peu tout le monde et qui vient se faire aider. Une ville qui est une sorte de relent de déchets de ville avec le passage piéton qui n'a pas de sens dans une ville pareille. Un saloon fantôme, etc. Mais comme dans Tulle, il y avait un système d'égout qui n'avait pas de sens non plus en fait. On a vraiment, comme au relais, au relais, il y avait un puits qui sont perdus. quoi qu'il arrive. Et à l'inverse, à Tulle, il était quand même très mal accueilli. Il y avait un palefrenier qui était là pour l'arnaquer. Oui. Tout le monde se méfiait Ouais. d'un pistolero, de quelqu'un qui représentait la justice dans ce monde. Ce qui n'est pas le cas ici. Complètement. Premier contact physique entre Hot et Jake. L'animal a eu peur et s'est blotti dans les jambes du garçon. Il a même consenti à une caresse. Oh. L'homme s'appelle Si, la femme s'appelle Merci. Ils ont peine à croire qu'ils ont un pistolero sous leurs yeux. Et là, j'ai noté ce que je m'étais dit tout à l'heure, que c'est la première fois que les autres membres du quartet voient Roland échanger avec des gens de son monde. Il parle en haut-parlé à des gens qui semblent parler en bas-parlé, et c'est inédit pour eux. Roland fait tâter le Roger à l'aveugle pour lui prouver qu'ils sont armés comme de vrais pistoleros. L'homme lui décrit que le pistolero et une femme ont une vraie arme en plus, et que la femme est noire, comme les gens de Garland. Alors, il y a Point juste avant ça... concordance. Oui, point concordance. Oui. Mais juste avant ça, il y a vraiment le culte de l'arme. Putain, il a une vraie arme, lui, tu vois, il a un truc de pistolet. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Comme quoi, dans tous les mondes, l'arme, c'est ce qu'il y a de mieux, entre guillemets. Ouais. Plus fort, en tout cas. Garland, donc, ou Garland, je sais pas comment ça se prononce, est un royaume lointain qui semble mythique à la plupart des personnages que le lecteur rencontre dans la série de la Tour Sombre. Selon Tantine Talita de River Crossing, les habitants de Garland ont le teint mat. Ce royaume est aussi censé abriter l'étrange oiseau porteur de bébés, le grand plumeux. Je ne suis pas allé voir le grand plumeux, putain. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. C'est une espèce de phénix. Oui. Garland est aussi associé à des faits plus sinistres dans le roman Les Yeux du Dragon. On apprend que l'odieux sorcier RF, qui ça pourrait être, y a vécu et on peut en déduire que c'est là qu'il a appris la majeure partie de ses tours. Et sa connaissance des poisons. Le couteau imprégné de poison destiné à tuer le père de Roland, dans Les Yeux du Dragon, bien sûr. Non, pas dans Les Yeux du Dragon. Non, pas dans Les Yeux du Dragon. Non, pas dans Les Yeux du Dragon, je confonds. Non. Venait de ce royaume, ce qui n'a rien de surprenant. Eldred Jonas, l'ennemi de Roland dans le prochain tome, le Magie Cristal, se fait violemment fouetter à Garland. Et dans la nouvelle version du Pistolero, le lecteur découvre que Garland se situe à l'ouest de Gilead et qu'on y faisait pousser du tabac. Ouh, c'est à l'ouest. Voilà. C'est pour ça que Eldred Jonas il se fait fouetter là-bas, en fait, parce que lui, il a pas réussi, il est parti à l'ouest. Exact.
Je me demandais, quand tu l'as prononcé, ça m'a fait une espèce de tilt, mais est-ce que Eldred, il serait pas lié à Roland du Meilleur du Nôtre par la lignée de l'Eld, vu que ils descendent tous d'Arthur Eld? C'est pas impossible. Bien vu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc autour de ça? C'est pas On impossible. pourra essayer d'aller fouiller je pense que quand on arrivera aux premières mentions d'Eldred dans Magie et Cristal, on va faire des points concordance qui peut-être vont détailler ça. On peut passer des nuits sur Concordance à trouver des trucs. C'est fou. D'autres vieux 5 ou 6 remontent la rue derrière eux, parmi eux des jumeaux albinos. Et je le mentionne parce que c'est toujours intéressant de mentionner des jumeaux dans la tour sombre, quand on sait ce qui se passe à la Cala. Tout à fait. La chef, une vieille ratatinée édentée, leur souhaite la bienvenue à River Crossing. Roland la flatte et la fait rire, alors qu'elle lui demande s'il s'est mis en quête de quelque chose. Il lui parle de la tour sombre. Elle a un mouvement de recul alors que les autres frémissent. Poussa son aboiement strident, sifflant. Jake se retourna et vit d'autres gens remonter la rue, 5 ou 6 au total. À noter que Hot garde déjà backup déjà Jake. Ouais. Voilà. Et derrière, on a... Pistolero avait ôté son château, l'inclina devant elle, se tapotant rapidement la gorge à 3 reprises de sa main droite amputée, et disant « Grand merci, Sai, vieille mère. » La vieille Gloussa. Alors, je sais plus quand il explique, je crois que c'est dans le tome suivant avec Blaine, qu'il explique pourquoi il doit se tapoter la gorge. Ah, c'est une marque de respect. C'est une salutation pour des gens de haut placés. Oui, mais en fait, c'est la blague que j'arrive pas à trouver. Parce que Roland, il fait ça et elle rigole parce que il y a un truc marrant pour elle. Je pense qu'elle rigole parce qu'il lui parle comme quelqu'un de beaucoup plus haut que ce qu'elle est réellement. Enfin, tu vois, c'est Roland le charmeur, c'est Roland qui impressionne un peu les gens. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas, sur ce passage-là. Un peu comme le vieux avant qui gloussait parce que Jake lui a dit merci monsieur et l'autre il est parti, ça fait longtemps qu'on m'avait pas appelé monsieur. Ah oui, ok, d'accord. Il y a peut-être un petit peu de ça. Effectivement, la beauté m'a toujours rendu fou, vieille mère, et c'est là, croix, ça te rétracte. Et du coup, il la flatte, Sai, Concordance, page 294, dans le chapitre du annexe 1, haut-parler et bas langage. Et argot de l'entre-deux-mondes, enfin avant les argots de l'entre-deux-mondes, je sais pas pourquoi je précise tout ça, bien qu'on l'utilise également en bas langage, Sai semble être une apostrophe du haut-parler. Nort, le mangeur d'herbes de Tulle, utilise ce terme lorsqu'il s'adresse à Roland dans la langue. Je me souvenais pas qu'il le faisait dans le tome 1. Sai est une marque de respect, vous pourrez se traduire grossièrement par monsieur ou madame, effectivement. Merci. Court échange sur le cas et elle les invite à manger. Quand il accepte, elle s'exclame aux autres « Le blanc est de retour, reprenez courage et redressez la tête car vous avez vécu pour voir la roue du cas se remettre en branle. » C'est hyper fort. Ouais. J'ai noté alors je sais pas pour vous, mais du coup ça répond à ma question. Mais perso, ce passage en bas parlé entre deux personnes de l'entre-deux-mondes qui maîtrisent les codes de leur propre monde, moi ça me fait un bien fou en fait de le lire. On sent que c'est codé. Dans l'essence de la politesse de la présentation, c'est agréable que depuis plus de quasi 2 tomes maintenant, on n'a pas eu ça en fait. C'est la première fois qu'on a vraiment quelque chose qui est marqué dans le tome 1. On l'a pas vraiment parce que c'est pas aussi fort. Ouais, et on a vraiment. Encore une fois, il est mal reçu, donc il n'y a aucune raison qu'il est mal reçu. Exactement. Et là, je trouve ça super fort en fait le truc. Et voyez le blanc de retour. Je vais essayer de le chercher parce que je l'ai vu tout à l'heure en préparant l'émission que c'était dans Concordance parce que c'est un argot ou une expression. Ah oui, non, c'est juste noté comme une expression. Grand Paul, tu voulais dire quelque chose? Bah alors, j'avais un peu le même point que Zef sur le côté, ça fait du bien de voir ça, et surtout, ils se rappellent de leurs coutumes, donc est-ce qu'ils les ont vécues ou est-ce qu'on leur a appris? Et ça va venir avec un point que j'ai un peu plus tard sur justement toute leur mémoire qui me paraît un peu étonnante, voire étrange. Oui. Ouais, parce qu'en plus ils sont très âgés. Donc la vieille s'appelle Tantine Talita. Alors moi j'ai plein de trucs à dire. Vas-y. Au début je me disais tiens c'est marrant, parce que ça ressemble à Tabitha. Et je suis allée fouiller. Alors, on sait que la Bible inspire toujours King plus ou moins directement, surtout dans la tour. Donc, bibliquement, Talita, ça signifie jeune fille. Et pour l'histoire, en fait, Talita Kum ou Talita Kumi en anglais, c'est une des rares paroles de Jésus rapportées en araméen et ça signifie jeune fille, lève-toi. J'ai pas forcément fait de lien avec cette Talita-là, mais en tout cas, potentiellement, ça vient de là. Mais du coup, peut-être que ça fait le lien avec la blague que Zef a pas compris tout à l'heure et nous non plus, c'est Talita, jeune fille, il l'appelle vieille mère. Ah, peut-être. Ah, c'est marrant. Ce serait marrant, j'avoue. Oui.
C'est King a l'esprit assez tordu pour faire des petits jeux comme ça. Et surtout, on connaît aussi son nom de famille à la vieille Talita, c'est Unwin. Et dans le dictionnaire des noms de famille américains, on apprend que Unwin vient de la contraction en vieil anglais de Un qui désignait l'ourson et de Win qui signifiait ami. Talita s'appelle donc littéralement ami de l'ours, alors qu'ils sont sur le rayon de l'ours. Oh, ça, c'est assez tellement cool. Oh, c'est tellement bien. Il sort d'où son nom de famille? Parce que pour le coup, Elle nous le dit. Elle nous le dit à un moment c'est donné. dans le concordance, on le voit en plus. Ouais, je pense que je suis allée chercher dans le concordance, et après je suis allée chercher si on l'a retrouvé autre part, et en fait, vraiment, le dictionnaire des noms de famille américains, tu vois Unwin et tu dis ça, tu dis c'est fou, et il couche de l'or supplémentaire. Devinez le nom du tout premier éditeur du Seigneur des Anneaux. Unwin, George Allen Unwin. tellement C'est cool. J'ai des frissons. Là, pareil, ça fait beaucoup. C'est trop de coïncidences pour que ce soit pas voulu. Ah ouais, de ouf. C'est marrant, hein, quand même. C'est marrant. Ah, trop bien. Et je suis allée vérifier, je suis allée double-checker au cas où. Et à noter que dans ça, un des tueurs homophobes du début a le même nom de famille, c'est Christopher Philip Unwin. Ça, je vois pas forcément de lien, c'est le chapeau magique des noms chez King. Voilà. Zef, t'avais d'autres choses, toi? Non, du coup, t'as tout dit. Enfin, moi, je faisais référence à Tantine dans Concordance, mais on n'apprenait pas grand-chose, donc parfait. Oh, trop bien. D'accord. Ok. Donc, elle mène le cathète à l'église du sang éternel avec un tag mort au gris. Ça, Gris t'en a parlé. À travers une cuisine tout sauf délabrée et ultra propre. Puis à travers un vestibule spacieux où les deux albinos se débattent avec une table. Talita refuse qu'on les aide. Jusqu'à un jardin botanique intact qu'ils ont réussi à garder caché de tous ceux qui détestent la beauté. Assis dans le jardin, ils se font offrir du Graf. C'est un genre de bière de pommes assez forte, dans des verres en cristal dépareillés, mais aussi impeccables. Ouais, la façon dont ils décrivent le jardin, qui est tout beau, propre, vert, t'as vraiment l'impression d'avoir une oasis au milieu du désert, quoi. Moi, ça me faisait, désolé, mais beaucoup référence à la maison d'Aerys dans Final Fantasy VII dans Midgard, où tu rentres dans un endroit et c'est vert de ouf avec des fleurs, alors que tu viens littéralement de quitter un dépotoir, quoi, humain. Et j'ai trop kiffé cette sensation en lisant. Roland porte un toast qui fait pleurer Talita, qui affiche quand même un sourire radieux, ce qui parvient à soulager Jake pour la première fois depuis son arrivée de son trauma de l'homme plâtre. Ils boivent et la fête commence. Point définition. À un moment, ils disent Talita leva son verre et quand Roland l'imita à Eddie, Suzanne et Jack firent eux-mêmes, et les autres chuchota Eddie à Roland, on les servira après l'exorde. Tais-toi à présent. Exorde, E-X-O-R-D-E. Je savais pas ce que ça voulait dire, je suis allé voir quand même. Exorde, donc première partie ou discours, c'est la définition. Un exorde, c'est une première partie d'un discours où c'est juste pour le truc. Et je suis pas allé voir le point en VO, juste pour le fun de savoir quel mot était utilisé. Bah, tu sens qu'il y a les instances supérieures se nourrissent, boivent en premier, et puis après le bas peuple les rejoint. Ouais, surtout avec des invités de marque. Voilà. Clairement. Sorry. Je dis sorry parce que je suis en train de lire en anglais en même temps, du coup, ça ok. J'essaie de retrouver. They'll be served after the voluntary. Voluntary, donc j'imagine que c'est un terme assez ancien. Ok. Après un repas délicieux et dantesque et quelques murmures entre Roland et Talita, cette dernière congédie tout le monde, sauf le cathète et les deux albinos. En fait, c'est juste après l'exorde, donc il y a Roland qui prononce un discours. La tantine lui demande s'il veut dire quelques mots. Moi, je les ai trouvés très bien. Voulez-vous boire à la terre voulez-vous boire à la terre et aux jours qui se sont écoulés. Sa voix était rauque et tremblante d'émotion. Tu sens que le gars, il a pas fait ça depuis longtemps et que ça le touche. Voulez-vous boire à la plénitude d'autrefois et aux amis qui s'en sont allés? Voulez-vous boire en bonne compagnie? Tout cela nous insufflera du courage, vieille mère. Et Jack vit Talita qui pleurait, mais le visage de la vieille s'illuminait d'un sourire radieux de bonheur, et l'espace d'un instant, elle parut presque jeune. Jack la dévisagea avec hautement, empli d'une joie soudaine, croissante. Pour la première fois depuis qu'Eddie l'avait tiré de la porte, il sentit l'ombre de l'homme de plâtre quitter son cœur pour de bon. Donc la maison, grosso modo, depuis la peur qu'il avait de ça. Et en fait, on a un tout petit peu, à mon sens, la démonstration du pouvoir de la voix, je mets des guillemets là-dessus, de Roland, qu'on voit plus fortement dans le tome 7, où quand il dit quelque chose, il a un effet, un peu comme la voix de Saruman,
qui apaise les cœurs et qui peut donner du courage aux gens. Je trouve ça fort en fait que ce soit un moment de répit pour tout le monde et que même Jack il trouve son compte là-dedans en fait. Il y avait pas déjà des bails comme ça dans le premier tome où quand il donnait un ordre, on sentait qu'il y avait une espèce de volonté de s'y plier quand il était à Tulle. Vraiment, on a passé du temps à dire il est extrêmement charismatique, on l'écoute, machin, on le craint. Je sais plus s'il y avait pas quelque chose avec la voix. C'était le côté, je crois que si je me souviens bien, ce qui ressortait, c'est plutôt le côté habitué à commander. Tu sais, il a une prestance, il sait imposer sa présence sans forcément forcer, mais on l'écoute quand il parle. Oui, ok. Je reviens sur la magie, hein. C'est la force d'imposer sa volonté, et je pense que ça fait partie de tout ça. Les au revoir entre Merci, la vieille aveugle et le pistolero sont touchants. Oh. Beaucoup de choses à dire entre ces deux passages. Oui, parce que t'es revenu en arrière, machin, l'homme plâtre et tout, on en avait déjà parlé. Pardon. Et après, j'ai dit repas délicieux dantesque, quelques murmures entre Roland et Talita, et elle congédie tout le monde, sauf le cathète et les albinos. Ah oui, pardon, putain, oui, excuse-moi. J'avais noté, donc, début du passage 7, tout le festin, effectivement, du repas, pour moi, était ultra bienvenu dans un récit où les héros ont souffert à chaque instant. C'est leur premier moment depuis le début, hein. C'est leur premier vrai moment où ils sont ensemble, sereins, en sécurité, sûrs d'eux-mêmes, complets, pour le coup, Hoth est là aussi. Pour moi, ça marque à la fois, effectivement, la fin de la formation du cathète, et le début que l'on sent venir difficile par la suite, comme tout début de roman qui se veut comme ça. C'est clairement pour moi une référence à la communauté de l'anneau de Foncombe en fait. C'est-à-dire ils sont à Foncombe, la communauté est formée et ils vont partir en quête clairement. Et c'est presque un piège parce que, au-delà du fait que Eddie dira plus tard, de toute façon, il fallait qu'on parte maintenant, sinon on aurait toujours voulu les aider. Il y a aussi, il l'évoque pas, mais il y a un vrai confort à être là avec eux. Ouais, c'était le risque. Il l'évoque à la fin pour justifier le fait de partir. Oui, pour moi, il évoquait plus on n'aurait jamais réussi à finir de les aider. Il évoquait pas vraiment c'est hyper confortable, on n'a pas envie d'en partir. Et quand les yeux te pénissent, te gardent. En fait, lorsqu'ils parviennent à la hauteur de Roland, ils s'agenouillèrent devant lui et touchèrent sa crosse en bois de santal, du revolver qui saillait de l'étui qu'il portait à la hanche gauche. Le pistolero posa les mains sur les épaules et baisa leur front ridé. Merci se présenta la dernière. Elle l'enserra de ses bras la taille de Roland et lui baptisa la joue d'un baiser mouillé et sonore. Et j'avais noté... Comme une vieille tante. Ouais. J'avais noté, on a vraiment un mélange de guerrier et d'homme de foi en la présence de Roland, comme un prêtre ou un pape en fait qui rend visite à ses souhaits, quoi. C'est fou, je trouve. Presque un prophète. Oui, complètement. En buvant de la chicorée, il discute d'Hoth et des bafou-bafouilleux qui jadis gardaient les moutons des hommes. Alors qu'il essaye de faire parler Hoth, Talita observe Jake et remarque qu'il n'est pas d'ici. Il explique que chez lui, c'est ici maintenant, ce qui l'a fait réagir car, je cite, « Le soleil se couche sur le monde, il se couche pour toujours. » Alors Roland interroge Talita sur la cité, les écumeurs, les gris et les ados. Elle soupire. Jusqu'à ce point-là, il y a déjà eu plusieurs passages où c'est Talita, généralement, qui se souvient avec précision de certaines choses, de certains événements. Genre, merci, elle a été aveuglée, et ils nous disent, il y a 25 ans, pas à peu près à 25 ans, c'est très affirmatif. Ils disent aussi que ça fait genre 30 ans que la dernière vache est morte. Donc tu vois, moi ça m'étonne tout ce passage-là, et ils en refont quelques petites références comme ça, par la suite. Cette précision sur la mesure du temps, sur la certitude qu'ils ont. Alors soit ils s'aveuglent eux-mêmes de fait de le savoir, soit ils sont pas touchés autant que les autres par cette décadence, par cet étirement du temps, le fait de plus savoir où ils en sont et comment ils y viennent. Ça rejoint un peu le côté Oasis. Est-ce que c'est pas une enclave protégée par les dernières personnes du blanc, si on revient aux analogies qu'on a pu voir avant? Est-ce que c'est pas les dernières personnes du blanc présentes sur ce passage du rayon qui maintiennent une espèce de cohérence entre eux en tout cas? Ah, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. J'espère que tu auras des questions en réponse que tu soulèves comme poil. Ça m'intrigue, j'avais pas vu ça, et oui, je suis complètement d'accord, parce que c'est tellement une oasis en dehors du reste qu'ils ont même, ils ont du temps, alors qu'il n'y en a plus ailleurs. C'est hyper intéressant, presque un monde dans un autre monde, quoi. Ouais, comme si, en fait, elle fait partie du passé, la tantine, tu vois, c'est presque un vestige du passé qui a continué à vivre et qui aurait dû mourir depuis longtemps pour perdre la mémoire, justement. Et c'est vrai que c'est intéressant elle est encore là et elle est là pour se souvenir. Elle dit qu'elle avait fêté, je crois que c'est son 80e anniversaire, alors que Merci avait encore ses yeux, donc il y a déjà plus de 25 ans.
Donc elle a plus de ouais. 100 ans déjà à ce moment-là. Ouais. Ouais, c'est clairement Elrond. Hein. Et du coup, tu vois, est-ce que le fait d'avoir réussi à figer... En fait, la cuisine est éclatante, le vestibule est éclatant, le jardin est magnifique, tout est figé dans le temps. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas aussi, d'une certaine façon, créé leur propre temps à eux dans une espèce de petite bulle, je sais pas, de magie ou de vraiment de presque un univers parallèle, de se dire, ça, c'est complètement protégé, c'est pas ce monde-là, pas tout à fait. Enfin, tu vois, il y a peut-être un délire un peu comme ça. Dans le même sens, il y a quand ils évoquent le Jake qui est curieux et qui a des yeux étranges, et Roland qui dit que dans un mois ou deux, on ne remarquera plus sa singularité. Ouais, j'aime bien ce passage, je l'avais relevé de le monde façonne les gens ou les change pour qu'ils deviennent comme ils sont. Ce qui arrive tout le temps. Hein. Demain, je vais vivre au pôle Nord. Normalement, si je meurs pas là-bas, je m'adapte de façon à ce que voilà, et je deviens quelqu'un qui vit là-bas en fait dans une moindre mesure. Mais tu t'adaptes de façon évolutive, c'est un peu la même chose. Talida leur conseille de faire un détour. Le lieu est mauvais, surtout pour un jeune garçon. Eddie ne veut pas. Il garde espoir de trouver de bonnes choses dans cette ville, et notamment un moyen de locomotion. Mais Jack parle plus vite que lui. Lui non plus ne veut pas détourner Lude à cause du train. Talita comprend. Ce train, elle l'a déjà aperçu une fois, petite. Blaine le mono. Ça date parce qu'on sait qu'elle a plus de 100 ans, comme le précisait Grand Poil. Ouais. Jack ne sait pas comment il connaît Blaine, et Eddie perçoit que le garçon est terrifié. Je relevais un point sur Eddie quand il songeait à la cité nourrissait l'espoir grandissant que quand ils arriveraient, s'ils y arrivaient, ils trouveraient de l'aide, de bonnes âmes abandonnées et qu'ils les aideraient dans leur quête et ainsi de suite, blablabla. Ah ouais, je m'étais noté, c'est fou que dans mon esprit, comme le monde et Roland est vraiment plus proche de notre monde que n'importe quel monde de fantasy que je peux lire, que quand je lis du Tolkien, il y a autre chose qui se passe. J'ai toujours du mal à imaginer que personne n'a vu la tour. Tu vois, quand le Roland dit je suis jamais allé aussi loin, je me dis mec, tu vis dans un monde contemporain en fait, tu vois, enfin c'est bizarre que tu sois jamais osé aussi loin. Et les explications de King autour de ça sont toujours un peu, je veux dire, farfelues, volontairement un peu obscures pour qu'on n'ait pas de réponse. Mais du coup, tout est une légende en fait en permanence. Et en fait, il faut juste s'imaginer que pour moi, c'est un monde qui est plus proche de la fantasy et qui est construit sur des légendes de monde contemporain. Je sais pas si je suis clair quand je dis ça. En fait, c'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux, on parlait de New York. Il y a un effet pour eux, c'est une légende. Ah oui. Et en fait, c'est à l'inverse de nous, en fait. Et du coup, je sais pas comment expliquer. Si dans notre monde, je vous parle d'un monde qui actuellement, si je vous dis quelque part en France, il y a une montagne qui est faite d'or. Il suffit de rentrer par la porte cachée sous la montagne et vous trouverez des montagnes d'or cachées à l'intérieur. Impossible d'y croire. On est en 2024, c'est pas logique. Il y a un truc très cartésien, très actuel qui fait que on l'aurait déjà découvert. Enfin, faut être sérieux là-dedans. Et en fait, au-delà du fait que la Terre est je suis désolé, je pars loin. Je vais partir loin d'un coup. Je vous ai pas prévu là. Je suis pas prêt. Je me rends compte au moment où je parle. Que la Terre est faite de 70% d'eau et que ça veut dire que 70% de ce qu'on a de notre environnement, on l'a déjà pas vécu, pas exploré. Et il y a encore des endroits du monde sur Terre qu'on n'a probablement pas exploré correctement. Malgré ça, cette légende que je viens de vous dire, elle n'a pas de sens. Elle est impossible. Et c'est pareil dans ce monde de Roland, en fait. Pour moi, quand quelqu'un dit la tour, j'en ai entendu parler, mais je suis persuadé qu'elle n'existe pas, je me dis oh les gars, me dites pas que personne l'a jamais vu. Enfin, à un moment, il y a eu l'information, il y a eu quelque chose. Vous êtes dans un monde qui est pour moi plus futuriste que le nôtre. Il y a il y a Blaine qui va à une vitesse, on le verra plus tard, qui est incroyable. Tu vois, il y a tout un aspect qui est chelou. Et du coup, ma suspension of disbelief, elle a du mal à créer et à gérer tout ça. Et en fait, c'est vraiment ça ce que j'essaie de dire, c'est un monde contemporain qui a des légendes fantaisistes et malgré ça c'est ultra fort, je trouve, à créer et à réussir à faire croire à son lecteur. Voilà, est-ce que c'est pas un peu les complotistes de l'entre-deux-mondes, tu vois, de se dire, nous on a les anti-vax et eux ils ont River Crossing. De toute façon, la terre est plate chez eux. Bah oui. Donc, voilà. Ça, c'est marrant. Quelqu'un qui se pointe et qui dit la terre est ronde, il se fait brûler sur un bûcher, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ouais, vu que tout, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de monde est mort, il y a plus de notion du temps, il y a beaucoup moins de technologie, on voit que tout commence à tomber en rade. Je pense que
que les choses deviennent des légendes beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Enfin, tu vois, ne serait-ce que nous, à l'échelle de notre vie, ce qu'on a vécu quand on était enfant, on n'arrive plus à le concevoir comme quelque chose qui s'est vraiment passé, mais on le voit comme quelque chose auquel on a assisté. Et donc, du coup, les quelques personnes qui ont vu la tour, parce que je pense qu'ils sont pas si nombreux que ça, qui ont pu porter le message et tout, non seulement il y a un effet de plus il y a le messager, plus l'info elle s'évente un petit peu, et en plus avec le temps, avec les guerres, avec ce genre de choses qui devient vraiment juste des histoires au coin du feu. Il y a un livre très bien comme ça de Clifford Decimac qui s'appelle Demain les chiens. La Terre maintenant c'est l'espèce dominante, c'est les chiens, et en fait le livre c'est des récits, c'est des nouvelles, des histoires que les chiens se racontent au coin du feu. Il paraît, il y a des légendes qui disent comme quoi qu'il y avait des bipèdes roses qui vivaient ici avant nous. Ça tient pas trop debout, mais bon, on aime bien se les raconter, c'est rigolo. Ouais, il est trop bien. Et c'est exactement ça. Il est trop bien ce livre. Ce que tu me rappelles, le côté un peu inversion des légendes aussi, c'est que et j'ai lu ça dans un livre il y a pas très longtemps, mais je sais plus lequel. C'est peut-être un de ceux que tu as lu aussi, donc peut-être que tu sauras me dire, c'est que à partir du moment où le monde s'est effondré, la communication se casse la gueule, et donc on passe d'un monde où l'échelle c'est le pays, c'est la planète et tout ça. L'échelle ça devient la tribu, le clan, un truc tout petit. C'est vraiment, donc les gens restent enfermés sur eux, ils ont de rares échanges avec les autres trucs, donc tout se perd beaucoup plus rapidement. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, en discutant, je me suis fait la remarque en vous écoutant en vrai, on a un peu l'idée dans le problème à trois corps de quand la science n'a plus de sens, tu vois. En fait, t'as plus de raison. Enfin, il y a un truc qui fait que ça. Je vais pas dire les gens se suicident parce que c'est ce qui se passe dans le bouquin, mais il y a un effet de si demain effectivement je regarde ma montre et qu'elle commence à remonter le temps, je pense que je flippe ma race de ouf en fait. Et en fait je comprends, et effectivement il y a plein de choses qui fait que tu comprendrais plus le monde dans lequel tu vis, et les légendes reviendraient vite, tu vois. Parce qu'effectivement si demain comme tu le dis grand poil, si internet s'arrête demain, que toutes les montres et toutes les horloges du monde commencent à fonctionner différemment les unes par rapport aux autres, et qu'il n'y a pas de sens, et qu'on n'arrive pas à trouver une raison logique à ça, dans 50 ans le monde aura tellement pété que toutes les légendes seront vraies en fait. Et effectivement, c'est un peu ça. Merci. Alors on va continuer de digresser. Il y a une série qui exploite très bien ça, qui est vraiment, cette série, elle m'a autant enthousiasmée que brisée en deux. C'est The Leftovers. C'est, je sais plus, un petit pourcentage de la population qui disparaît, 2%. Mais en un claquement de doigts. 2%. C'est ça. Et c'est suffisamment important et pas expliqué pour que ça fasse tout valdinguer. Il y a des croyances qui se mettent en place, il y a des sectes, des gouvernements qui sont transformés et tout, et vraiment, elle est beaucoup plus profonde que ça, parce que c'est aussi comment on gère la perte des gens et le fait de pas savoir où ils sont et ce qui s'est passé. Mais il y a vraiment ce truc très exploité de les croyances, les légendes qui se créent autour de ça, à quoi on revient, est-ce qu'on revient à des écrits bibliques, est-ce qu'on revient à d'autres choses, est-ce qu'on crée d'autres choses, et c'est hyper intéressant. Et le créateur qui était aussi le créateur de Lost avait annoncé dès le début de la série, vous ne saurez pas pourquoi. Cette série n'est pas là pour expliquer le pourquoi ils ont disparu. C'est vraiment... c'est le titre, The Leftovers, comment les gens vont gérer cette... Ce qui reste, Et petit aveu, j'ai pas regardé le dernier épisode encore, toujours pas. Ah ouais? Ça fait un moment. Oh mon Dieu. Ça fait un moment, parce que... J'ai envie de pleurer rien que d'y penser. Putain, tu vois, c'est pour ça. Parce que déjà, tout le long de la série, tu passes... Alors, le dernier épisode... Cette série est magnifique, vraiment... J'ai pas envie qu'elle termine. Faudrait que je la revoie, ouais. Non, je comprends. On le regardera ensemble si tu veux. Alors, pour en revenir à nos moutons, les jumeaux albinos racontent Lude. Ils savent peu de choses, mais le peu qu'ils savent est inquiétant. D'antan, River Crossing était en effet une plateforme de commerce de renom sur la Grande Route, à 6 jours de voyage de la cité, 3 jours en péniche. Point intéressant, on parle donc de vente, donc d'échange commercial. On n'a jamais eu la notion de monnaie, j'ai l'impression, depuis le début. Pas de pièces, de monnaie. On ne sait pas quelle est la devise, dans le sens dollar, euro. Parce qu'ils ne parlent même pas de troc, en fait. Dans le pistolero, je crois que c'est des pièces d'or qui filent. Exactement. C'est pas des pièces d'or, c'est de l'or. Ils précisent juste que c'est de l'or, de mémoire. On ne sait pas à quelle forme ça. On peut imaginer que c'est des pièces. Mais je trouvais ça intéressant de dire, tiens, en quoi se payent les choses? Et j'ai l'impression que c'est du troc, effectivement, plus qu'autre chose. La richesse vient des éléments et pas de la monnaie. Intéressant.
La cité, ses édifices et sa technologie a été bâtie par les grands anciens. Et d'eux, on ne sait rien, parce que justement, c'est trop ancien. Encore aujourd'hui, on ne sait pas trop quelle technologie il y a dans cette ville. Des légendes parlent de lumière fonctionnant à l'électricité, et là, on est exactement dans ce qu'on disait de... C'est tellement éloigné, c'est tellement mort, c'est tellement peu crédible à un certain moment donné que c'est une légende, ni ce qui fonctionnerait encore. Et du coup, je reviens sur cette histoire, ça me fait penser... Alors, on va même dropper beaucoup trop d'autres noms que du King. Là, moi, j'ai fini... Hier, Station 11 de Emily St. John Mandel, qui est une histoire de comment les civilisations se reconstruisent après une pandémie qui a tué 99% de la population. C'est plus, je dirais, par rapport à Le Fléau, parce que les gens vont faire le lien avec Le Fléau, c'est moins, il n'y a pas de fantastique, et on est plus dans ce qui est au cœur des gens individuellement, et c'était une lecture incroyable, mais il y a ce truc de... Il y a un musée de la civilisation dans un aéroport, et les enfants qui sont nés après la pandémie, ils ont du mal à comprendre ce qu'est l'électricité, ce qu'est un écran, vraiment les magies de notre monde à nous, qui est en fait un moment, il y a tout un paragraphe mais tu te rends compte que on avait un truc qui était rectangulaire qui s'allumait, on appuyait sur un écran par une espèce de connexion, ça faisait une sonnerie chez quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde qui appuyait sur un bouton et on était en communication. Comment t'expliques ça, tu vois? C'est inconcevable si on n'a pas connu l'évolution de la technologie telle que nous on l'a connue. Si demain tout s'arrête, dans 50 ans t'en reparles à des gens, pour eux c'est des légendes. Et c'est exactement ça là. Tu vois, on pouvait parler à distance avec les gens par télépathie, tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Ouais. C'est fou, les gens avaient juste des téléphones avec des oreillettes, tu sais. Peut-être. Le kit main libre, invention du diable. Tu voulais dire quelque chose, Zef, là-dessus? Non, j'attendais que tu arrives au name dropping du hors-la-loi. Dans ce récit, on a la mention de Quick, un prince hors-la-loi qui a volé dans le ciel à bord d'un oiseau mécanique. Une des ailes s'est cassée et il est mort d'une longue chute. Pour l'instant, on nous dit qu'il est mort. Alors, on parle pas du représentant de chocolat Nestlé, quand on dit ça, mais Gros Quick, qui est pour ceux qui ont sonné dans les années 80. Donc Quick, David, c'est le chef des gris. Noté dans le Concordance, page 114. Aussi connu sous le nom du prince hors-la-loi, David Quick fut le premier chef des gris, pardon. C'est aussi lui qui était, quand il était écumeur, qui a organisé les diverses bandes rivales assiégeant la ville de Lude. Le cadet de Roland va retrouver son corps dans une carcasse de Focke-Wulf, un avion de la Seconde Guerre mondiale, allemand, à quelques jours de marche de la ville. Avion allemand, ouais. Il était l'arrière-grand-père de l'homme Tic-Tac, comme on le verra plus tard. Mais qui est donc cet homme Tic-Tac? C'est Andrew Quick. Mais les gris, en vrai, on pourra en parler plus tard, mais quand on arrivera vraiment à Lude, mais il y a une sacrée bonne page dessus dans le Concordance, hein. C'est marrant. Ouais, non, c'est marrant en plus qu'il s'appelle les gris quand on sait le blanc et l'homme en noir, tu vois. Bah ouais, t'en as qui s'appellent gris. C'est ceux qui sont au milieu, quoi. Bah ouais. Qui n'ont pas choisi de camp. Ouais. Il parle aussi de véhicules sans chevaux. On comprend à demi-mot que c'est une cité à la technologie avancée, a priori, autant que dans nos villes. Bien sûr. Il y a la tantine Talita qui parle d'un moment quand elle était une enfant sonne. Je ne sais pas si vous aviez relevé le terme. Enfant sonne. E-N-F-A-N-C-C-D-O-2-N-E. C'est un vrai terme français qui explique un enfant en bas âge. Et en anglais, c'est le terme de green girl. Ok. Mais enfant son, j'ai déjà lu ça dans d'autres bouquins. Ah oui. Ouais, un peu dans le genre. Oui, quand t'enfonces son épée, pardon. D'ailleurs, pour aller à Lude, il y avait un immense pont de câbles d'acier qui traversait la Seine, plus au nord, mais il n'est sans doute plus là, nous dit-on. Le reste du récit de Lude ressemble à tous les récits de cité qui tombent en désuétude, et que le récit de Lude qui tombe soit si proche de celui de Gilead qui tombe n'est sans doute pas une coïncidence d'après le Pistolero. En gros, une histoire de guerre civile il y a 300 ou 400 ans qui a éclaté à Portla ou à Garlan et qui progressivement s'étend aux autres royaumes. River Crossing a fini comme toutes les autres villes que Roland a pu voir de sa longue vie, coupée du monde et réduite à ses seules ressources. Les habitants de River Crossing se sont cachés, situés sur le sentier du Rayon mais aussi sur la route de Lude, où certains passaient pour combattre. À chaque destruction, ils n'ont pas réparé, pour ne pas montrer qu'ils étaient là, parce que les guerriers qui passaient là cherchaient la tuerie et c'est pour ça qu'ils allaient à Lude, où avait lieu la guerre. Alors, juste un petit point sur il parle de la baronnie du fleuve. Oui. J'ai un doute maintenant si c'est pas la baronnie dont il parle dans Fairy Tail.
Tu tapes les cuisses. Mais oui, ça c'est quand ça sort pas. Dans Fairy Tail, il parle c'est pas, ils utilisent pas le terme baronnie, mais les gens viennent de je sais plus comment il l'appelle, du royaume du fleuve non, avant M-Peace, ceux qui croisent sur la route ne viennent pas d'M-Peace, ils le croisent, ils viennent de plus loin du royaume du fleuve, où il y a un mot comme ça, il y a un truc comme ça que j'ai pu, je vais essayer de chercher tout de suite. Bah t'as tes devoirs pour le prochain épisode sinon. Je n'ai pas les devoirs. Fairy Tail, il est fou relié, hein. C'est incroyable. Bon, on pourra en parler un jour, mais ce puits à la fin du bouquin est incroyable. Ouais. Donc j'avais noté ce passage fou que le monde soit si immense pour eux que les révolutions que l'un vit soient inconnues par les autres. Dans le sens, il y a eu des révolutions partout dans le monde, mais encore une fois, c'est le manque de communication qui fait ça. Quand Roland parle de Gilead et de la révolution de Farson, t'as l'impression que c'est ce qui a fait en sorte que tout le monde entier s'écroule. Moi, j'avais la sensation que c'était l'entre-deux-monde entier qui s'écroulait par cette révolution-là, alors que c'est pas le cas. C'était juste son royaume à lui, en fait, sa baronnie. Et en fait, ce qui fait penser que les pistoleros sont effectivement pas seulement liés à Gilead, puisqu'ils sont reconnus aussi dans les autres baronnies, dans la baronnie du fleuve. Donc, est-ce que dans la baronnie du fleuve, il y a aussi des pistoleros? Sans le savoir, j'avais déjà donné la question qu'on s'est posée au début, que tu posais, Amy. Et si oui, ont-ils disparu aussi dans une révolution? Roland dit « Tous les récits du trépas du vieux monde étaient similaires, trop pour que ce fût une coïncidence. » Est-ce qu'on peut en déduire qu'effectivement que la révolution du baronnie du fleuve est similaire à celle de Gilead, dans le sens un homme s'est levé, un homme du peuple s'est levé pour dire j'en ai marre de subir la loi d'un baron, comme Farson l'a fait. On rappelle que Farson prend, d'un certain point de vue, c'est le gentil. Je rappelle, la notion de Star Wars, rébellion versus empire, les rebelles sont des terroristes. Ouais. Donc il y a un effet fort aussi là-dessus. Ou est-ce que finalement les révolutions qu'il y a eu à travers le monde, et notamment là dont on parle ici, ne sont pas aussi qu'un autre masque de Farson qui a relevé tout ça? Et j'ai fait un autre point derrière en disant ah bah voilà, parce qu'effectivement Roland en parle juste après. Et donc pour finir, effectivement, la baronnie est semblable à ce qui reste de Gilead, parce qu'après il décrit effectivement la baronnie qui reste, qui est complètement désertée, qui n'est plus belle, qui n'est plus entretenue, et qui n'est plus que elle-même abandonnée, et que donc du coup leur guerre est tellement ancienne, elle a tellement pas de mémoire, dans le sens elle n'est pas relatée quelque part, qu'on ne peut pas dire qui est qui sont les gentils, qui sont les méchants, quels sont les protagonistes, qui a changé de camp. Avec le temps, en fait, on a juste une animosité envers l'ennemi sans vraiment savoir qui il est, en fait. On ne sait pas. À tel point qu'on le nomme le noir et le blanc. C'est faux. Donc la guerre avait d'abord opposé écumeurs et manufacturiers qui avaient simplement décidé de se défendre et ne pas se laisser dépouiller. Les habitants ont tenu lutte longtemps, mieux organisés, mais aussi mieux armés, le pont étant un endroit clé de la bataille. Mais peu à peu, l'équilibre de la bataille change, lutte s'épuise et finit par tomber entre les mains du fameux David Quick, celui qui est prétendument mort en tombant du ciel, qui a construit un ponton de près de 20 km. Et j'ai pas pu m'empêcher de relever que près de 20 km, c'est 19 km. Ce qui marche pas en VO une fois de plus, mais on est en VF, on marche avec la VF. La cité est désormais entre les mains des descendants des écumeurs, et les descendants des habitants originels sont sûrement tous vieux. Alors s'ils vont là-bas avec le jeune Eddie, la belle Susanna féconde et surtout le garçon, ils se mettent en grave danger. Même s'ils ne savent plus pourquoi ils se battent, d'ailleurs ils se battent au rythme des tambours, ils tueraient le pistolero et feraient du garçon un combattant, il est encore assez jeune pour qu'on lui matrixe le cerveau. Mais Jake va en savoir plus sur Blaine le mono et Bob le mécano. Le monorail est en direction de la Sand, mais le train ne roule plus. Ils se souviennent quand il roulait, il faisait un bruit de hurlement, un bruit des trompettes qui feront se lever les morts à la fin du monde, et il était toujours suivi d'un éclat de tonnerre, sans feu ni éclair. C'est le moment aussi où on commence à avoir quelques petits signes pas très subtils que Susanna nous casse quelque chose. Ah oui, ouais. je me disais, c'est pendant le repas ou c'est après le repas, parce que j'ai pas relevé la première fois, et c'est à la fin quand elle a dit, je me dis putain, mais à un moment donné, elle se touche le ventre, et c'est pas anodin, et c'est à ce moment-là. Okay. Moi, j'avais noté qu'il parlait d'un monorail. Alors, ils disent Blaine le mono, mais moi, je crois que c'est pas même de Blaine dont on parle là. Là, je crois qu'on parle de Patricia. Mais personne ne le sait encore, en fait. Ah oui. Parce qu'après, il parle d'un autre mono qui va vers la tour. Oui. Et c'est Blaine, celui-ci.
Ouais, là, il pense parler de Blaine et après, il se rend compte qu'en fait, il y a un mono qui arrive dans la ville et que du coup, il y en a un qui sort de la ville et que c'est pas le même. Et du coup, c'est pas le même. Patricia, elle est rose. Enfin, oui, parce que c'est une femme. Bah ouais. Bien sûr. Juste, il parle il mesurait peut-être 2 roues de long. Donc si je fais une conversion rapide de ce que dit Blaine entre guillemets sur le truc, ça fait environ 2 fois 0,75 km, enfin 2 fois 750 mètres. On est à quasi 1,5 km de train. C'est pas mal. Ce qui est pas déconnant, ce qui est pas déconnant en soi, mais qui va à la vitesse du son. Oui, attends, je cherche la longueur d'un TGV. 475 mètres, par exemple, le TGV Atlantique. Voilà. Donc, en vrai, sur un bon gros... après, il y a des doubles TGV, tu vois, donc... Mais oui, c'est pas mal. L'éclat de tonnerre sans feu ni éclair pour Eddie, pas de doute, c'est un bang supersonique, c'est-à-dire, moi, de ce que j'en ai compris à ce moment-là, le passage du mur du son. Oui, c'est ça. Ouais, ça nous est confirmé un peu plus tard. Mais le train n'a pas été vu depuis 70 ans, en tout cas pas celui qui pénétrait dans la cité, c'est ce qu'on disait. C'est un autre qui sortait de l'autre côté, et lui peut-être qu'il roule encore, annonce une voix derrière eux. Cette voix, c'est celle de Mercy, qui est revenue dehors pour écouter leur conversation. Et c'est encore le moment où ils disent, je crois que c'est Mercy qui dit que c'était il y a 60 ans, et non, t'as Talita qui fait 70. Ouais. Ah ouais. Ouais, cette précision dans les dates. Est-ce qu'on peut faire confiance à une vieille de plus de 100 ans sur les notions du temps? Je sais pas. Écoute, on peut se poser la question depuis le départ. Hein. On peut se poser la question sur tous les personnages à ce niveau-là. Oui. C'est les anciens. Hein. Les anciens ont la raison, ont la sagesse. Mais pas assez ancienne pour se souvenir de ce qu'ont fait les grands anciens. C'est vrai. Elle n'était pas là. Amusant parce que du coup, c'est Mercy qui vient et qui dit « Je voulais entendre sa voix » en parlant de celle de Roland, en disant « Elle est claire et légère ». Pour sûr. Moi, j'avais jamais imaginé autant haute non plus, mais de la bonne voix. Mais pour Roland, pour moi, elle n'était pas claire et légère. Et juste après, effectivement, il reparle de la vitesse du son. Juste pour replacer à quelle vitesse se déplace le mono, en l'occurrence, la vitesse du son, c'est 344 mètres secondes, soit 1240 km/h. 1240 km/h. On traverse la France en 1 heure, moins d'1 heure. Voilà, on replace un train de 2 km quasi qui se déplace à cette vitesse. Ouais. Donc la vieille dame, qui ne voit rien mais entend très bien et perçoit les mouvements autour d'elle tout aussi bien, se joint alors à eux. Elle explique donc qu'il y a jusqu'à 7 ou 8 ans, elle entendait un mono quitter la ville pour aller dans les terres perdues. Eddie n'y croit pas trop, impossible d'entendre un train franchir le mur du son alors qu'il vient de quitter la cité toute proche. Aucun train n'atteint cette vitesse aussi rapidement. Jake, lui, frissonne en pensant au chouchou. Je vous dis, c'est malin de se dire, en fait, vu qu'elle est aveugle, elle entend mieux que les autres, donc elle entend ce qui se passe au-delà de la ville, et eux, ils entendent pas. 30 minutes plus tard, ils sont prêts à partir, tous plus ou moins étudiés par les habitants qui, un à un, viennent les saluer. Comme ça s'était produit à la fin du repas. Merci d'être un Roland. Et là, c'est drôle parce qu'elle lui demande, est-ce que vous reviendrez? Roland dit oui, si on peut. Eddie, lui, se doute que non. Et en fait, moi, je me demandais si à son dernier cycle, Roland, il dit pas non, parce que là, il peut dire oui parce qu'il reviendra, en effet. Et ce serait drôle qu'on ait une version du cycle où il dit non. Oui, parce que cette fois-là, c'est la bonne. Ah, tellement stylé, putain. J'avoue. Oui, si on peut, bah, en fait, là, tu vas pas voir le chat, tu vas revenir. Et là encore, on a vraiment cet effet de homme de foi, tu vois, qui bénit les gens avant de partir. C'est fou, quoi, putain. Et le pistolero s'agenouille devant Talita, dont il demande la bénédiction. Elle le bénit et lui passe autour du cou une chaîne avec une croix d'argent. Elle lui demande de la déposer au pied de la tour. Elle dit « Tu la déposeras au pied de la tour sombre et prononceras le nom de Talita Unwin à l'autre bout de la terre. » C'est là. Et il le fera. Il le fera. C'est un truc qui va marquer de ouf quand je lisais le tome 7 et qu'il arrive devant un tour et il dit « Je viens au nom de machin, de machin. » Et je suis en mode « Oh, c'est dit !» Je me souviens, tu m'en avais parlé et moi j'étais en mode « Je me qui c'est. » Ce passage-là, je l'ai complètement zappé parce que c'est complètement à part. Ça n'a pas vraiment d'incidence, en fait, à part manger et confirmer plus ou moins qu'ils doivent aller trouver un mono dans une cité où il y a eu la guerre, où il y a peut-être encore un reste de guerre civile. Il n'y a pas une grande utilité à ce passage-là, si ce n'est aussi tout ce qui est de souder le cathète, montrer l'importance de Roland, tout ça. Mais j'avais complètement oublié qu'il y avait cette vieille-là qui lui avait passé ça autour du cou et 3000 pages plus loin, il fait ce qu'elle lui dit, quoi. Ah ouais, j'adore cet effet-là, putain. Tout le monde est au bord des larmes, et alors qu'ils se mettent en route et que les habitants derrière eux deviennent de plus en plus petits, Jake sanglote.
Eddie le rassure, c'est un meilleur grand frère qu'Henry. 12 kilomètres plus loin, il monte le camp alors que le soleil se couche. Et alors qu'on apprend que le deuxième prénom d'Eddie est Cantor, et qu'Eddie est d'ailleurs le diminutif d'Edward, ce qui n'a absolument aucun intérêt à savoir puisque j'ai compté dans aucune combinaison, ça ne fait 19 lettres, donc on s'en fout. C'est marrant parce que quand mon affiche de la Tour Sombre est tombée avec mes timelines, j'ai pu revoir que Eddie était nommé Edward Cantor et je me suis dit, tiens, je me souviens pas de ça. Ouais. Et je l'ai relu juste après en mode, oh, c'est ouf. Edward Cantordine, ça fait 16 lettres, voilà. C'est Et donc Edward Cantordine et ses 16 lettres, ils expliquent à Jake que s'ils ne sont pas restés, c'est parce qu'ils n'auraient jamais pu en repartir. Ils auraient toujours voulu les aider, je cite, « Il ne serait jamais plus facile de partir que ça ne l'a été aujourd'hui. » Pour Roland, tous ces problèmes, c'est à la Tour Sombre qu'ils se règlent. Et quand Jake l'interroge sur la tour, le pistolero lui répond qu'il ne peut pas lui répondre, mais il ne lui répond pas qu'il ne sait pas. C'est ça la nuance. Ouais, je me semblait que Roland avait dit « je ne sais pas », elle est dit à l'époque, effectivement. Je pense pas que les choses aient vraiment changé depuis pourtant. Est-ce qu'en fait, je me suis pas demandé si... Ah, est-ce que c'est vraiment la même question ? Non, je m'étais parti en méta en mode est-ce que c'est pas l'auteur qui là décide que Roland en sait plus et du coup il peut dire qu'il en sait plus sans le dire. Tu vois, c'est... Peut-être. Je sais pas. T'as pas relevé la petite note de Jake qui dit que le cas c'est caca, comme il dit. Oui. Ah oui, c'est vrai. Quand même. Pas osé couper. Je m'étais dit que l'un d'entre vous allait le dire. Je l'ai noté, mais je sais pas pourquoi j'ai pas voulu le dire là. Mais il y a comptez sur moi pour le caca. Il y a deux mentions, il y a ça, il y a le fait que Eddie, en fait, il annonce, lui, c'est Eddie qui le dit. Il dit c'est le cas. Et en fait, t'as un effet de... je sais pas, que Eddie... ça va confirmer ce qui arrive après avec Eddie qui parle à Roland, mais il est dedans, en fait. Il est 100% addict à tout ça. Et j'adore l'explication que Eddie donne à Jake sur on n'aurait pas pu rester parce que ça aurait été dur de partir, on aurait des machins et tout. Et en fait, c'est ultra cohérent dans ce monde-là, c'est ultra cohérent pour un groupe de personnes qui se déplacent, qui machin, tout ce qu'on veut. Et en fait, je m'étais dit en écrivant ça pourtant, à la Cala, ils en profitent vachement, quoi, tu vois. Mais en fait, à la Cala, ça contredit pas parce qu'ils ont une mission sur place. Et ils doivent s'intégrer complètement à ce qui se passe là-bas. Et il y a un timing. De toute façon, ils ont un timing à attendre sur place. Exact. Pour moi, l'arrivée à la Cala, on est encore plein dans un jeu de rôle parce que t'es en train de cueillir des fraises dans les bois, t'as un PNJ qui arrive et qui dit « Hey, j'ai une quête pour toi, tu viens ou tu viens pas ?» Ils ont dit « Ok. » Il a un point d'interrogation au-dessus de la tête. Dis-toi que toute notre vie est une quête de jeu de rôle. T'as ton patron qui te donne une mission, tu l'as fait. Ah oui, c'est mon patron, c'est la même chose. En plus, je dis non. Ah, j'arrive à dire non. Ah, je refuse cette quête. Dis-toi que la prochaine fois tu dis non, tu pourras dire je refuse cette quête. Je ne veux pas l'expérience qui va avec. C'est pas dans ma feuille de mission. Moi, je dis pas non, mais je deviens très premier degré. Ah oui. Oh. C'est bien aussi. Pendant le souper, Jake et Roland parlent d'Ot. Pour le pistolero, l'animal s'est fait chasser parce qu'il parlait, jugé trop intelligent ou trop prétentieux par ses congénères. Et moi, j'aime beaucoup, c'est ce que je disais tout au début, qu'il y a un élément de narration pour intégrer Ot au cathète. On prend le temps de lui donner une backstory et de l'expliquer pour le mettre au même niveau que les autres. Parce qu'il va pas interagir de la même façon, mais il intègre le cathète. Donc lui aussi, on sait, ou en tout cas on suppose d'où il vient, on connaît un peu comment son espèce fonctionne et quelle est la probabilité, qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé là aujourd'hui. Et j'aime bien. Personne n'avait sa larme sur le premier Eik qui prononce. Si. Moi, j'ai écrit. Mais oui. Oh non. Non, ça va. Et je relève le truc parce que c'est toi qui avais fait la théorie, Émilie, sur Jake était fasciné par les anneaux d'or dans les yeux du bafouilleux, qui étaient animés d'une espèce de rotation dans le feu de camp, comme des lunettes d'or qu'il porte. Et effectivement, j'aime énormément cette théorie de c'est morte, en fait, c'est comme il l'aurait dû le tirer aussi pour faire partie du cathète. C'est une forme de réincarnation qu'il peut avoir. Et en fait, au lieu de pousser et de tuer Eik, il est chargé de le protéger. Oui. Et moi, je trouve ça fort, en fait, comme théorie. Il va échouer parce que Jake, il finit écrasé comme il devait, quoi. Mais avant ça... On rappelle que Jake, c'est le seul personnage qui meurt 3 fois. Ah, l'enfer. Le pauvre.
Donc, préparation paiement. Roland Ouais. dit qu'il a entendu dire que les bafou-bafouilleux savent compter et dire le nombre qu'ils ont compté en grattant le sol ou en assemblant des pierres. Et ça, c'est ce qui va sauver Jake à Lude. Moi, j'ai un souvenir très très clair de vas-y, je te mets dans un compte d'aération, tu vas regarder, tu reviens et tu tapes, tu tapotes avec tes petites pattes pour me dire combien il y en a. Tellement bien. C'est vraiment. Oui. Les tambours reprennent et ça évoque ZZ Top à Eddie. Ils s'endorment alors qu'Eddie se fait rembarrer par Roland. Ce n'est pas encore le moment d'échanger leurs histoires. Avant de s'endormir, Jack pense à Blaine le mono et à l'histoire de Charlie le chouchou. Et Blaine. Blaine is the truth. Jack rêve du monorail et se rappelle, ne lui pose pas de questions bêtes. Il se réveille en sursaut quand il essaye de sauver Hot sur les rails du monorail qui leur foncent dessus. Avant de se rendormir, Jack repense alors à Blaine et Payne et à ce que sa composition de fin d'année disait d'autre. Blaine est la vérité. Le lendemain midi, le cathète aperçoit le pont et pour les 3 qui viennent de chez nous, ce pont a tout du George Washington. Il est sûrement en moins bon état qu'il n'y paraît, et Eddie espère non seulement pouvoir le traverser, mais aussi, et toujours, trouver de l'aide de l'autre côté de ce pont. 2 points, dans le... Ah non, George Washington dans le Missouri. En fait, je sais pas pourquoi je suis parti sur autre chose. Le paysage lui évoque le Missouri et le pont George Washington, Oui. il se demande pourquoi est-ce qu'il a été déplacé, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, je m'étais dit, pourquoi le Missouri, c'est une référence sûrement à Dorothée, le magicien d'Oz, mais du coup, c'est Non, forcément on avait ça. parlé dans l'épisode précédent. Ouais, le c'est Missouri. forcément ça. Ouais. C'est le Kansas, Dorothée. D'accord, Ah, ok, oui. je sais pas alors. Ok, d'accord. Moi, je vais pas sur le coup. Kansas. Je vais pas vérifier, mais dur. Et si en éternel optimiste, franchement, je vous ai dit que c'est le meilleur perso ou pas? Déjà? Après Jake, tu veux dire? Et Hot? Non, dis. Je rappelle qu'il va encore sauver tout le monde 2 fois et qu'au moins 2 fois. C'est pas parce que tu sauves tout le monde que t'es le meilleur. Ça va. Alors. Il y a d'autres critères. C'est des coups de bol, Ton ça arrive. barème hein, de même 2 super-héros, fois. là, non mais... Non, mais il le fait alors qu'il n'est pas un super-héros. Personne, tout le monde lui crache dessus, mais il sauve tout le monde. Personne ne le reconnaît. Moi, je suis là pour le reconnaître. Ok. Ah oui, Non, j'attendais. Ah, j'attendais plus. Je croyais que t'avais une précision sur ce qu'il faisait. Mais non, mais la façon dont tu dis, mais il tient toujours ce pont, j'en conviens, il a pas une forme du tonnerre. Probable que personne lui a fait un check-up réellement digne de Ça y ce est. nom depuis une centaine d'années, mais il est encore là. Mais oui. Mais pour Roland, il est l'heure de parler. Jusqu'à River Crossing, Susanna avait toujours vu Roland comme un petit cow-boy aux airs de poète maudit, mais maintenant elle perçoit qu'il est bien plus. Je cite. Il avait été un diplomate, un médiateur, peut-être même un professeur, mais aussi et surtout un soldat du blanc. Elle comprend que Roland n'est pas le cow-boy type chasseur de primes, mais est plus proche du chevalier, surtout elle comprend que c'est un habile manipulateur pour éviter ou repousser les conversations. Et ça la fait rire de comprendre qu'il est plus proche des politiciens, en l'occurrence Kennedy, parce que, rappelons-le, dans sa voiture, tout au début on la voit Susanna, on nous parle de la mort de JFK et que c'était le dernier pistolero, et donc il est plus proche de ça que des cow-boys de ses émissions TV. En fait, du coup, on comprend mieux pourquoi on considère JFK comme un pistolero. Oui. C'est ça qui est fou. Et le côté manipulateur, on l'avait vu juste avant, je crois qu'on l'avait évoqué, mais très rapidement, où t'as Jake qui lui demande mais pourquoi la tour? Et Roland répond, ça ce sont des questions auxquelles je ne peux répondre. Et t'as Eddie qui remarque, qui dit la différence entre il ne peut pas y répondre, ça veut pas dire qu'il ne sait pas. C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on disait, ouais. Mais effectivement, c'est juste pour préciser pourquoi King pense que JFK est un pistolero dans le sens... pour moi, c'est parce que c'était un manipulateur, mais c'est aussi parce qu'il... Dans l'esprit des Américains, pour beaucoup en tout cas, et j'en connais pas assez sur JFK dans l'idée, mais c'était un bon, c'était un gentil, c'était quelqu'un qui se battait pour le blanc. Bah, King a beaucoup dit dans des interviews que un des événements marquants de son enfance, c'est quand il a appris la mort de JFK. Et parce que je crois qu'il était au cinéma et que du coup le film a été interrompu pour passer les infos parce qu'on passait les infos au cinéma encore à cette époque. Il en a fait tout un livre, hein, de se dire autour de l'idée de si JFK était pas mort, le monde irait mieux, il y aurait pas eu la guerre du Vietnam, tout ça. Il a fait 22 en 63. Donc qui est très bien, hein, qui est très cool à lire. Très lié. Qui donne faim. Oui, qui donne envie d'un bon burger de cette époque-là. Et point suivant, c'est marrant parce que c'est au point 19 que Roland entame une palabre. Oui. Ça, oui. Je l'ai noté aussi. Roland explique qu'ils sont un cathète, des gens liés par le destin, et que ce lien ne se brise pas même par la mort ou la trahison. Chaque membre d'un cathète est une pièce d'un puzzle, donc des fois il y a des bords en commun. Ça veut dire que chacun des membres est capable de connaître les pensées des autres, surtout eux trois, qui viennent du même monde. Et le pistolero a pour chacun un exemple de quand il leur a parlé en pensée. Cette aptitude à partager les pensées, c'est le KEF, qui a aussi plein d'autres définitions, et il se pourrait même qu'Hot soit concerné par le partage de pensées, mais ça reste à confirmer. Eddie n'y croit pas, mais Roland va les tester en leur faisant poursuivre un récit qu'il aura lui-même commencé.
Je reviens pas sur Kef dans Concordance parce que c'est clairement expliqué là, donc il n'y a rien à dire de plus. C'est marrant parce qu'il dit que j'ai pas beaucoup songé à ton ami à fourrure, le cas ne régit pas tout et des coïncidences peuvent parfois se produire. Et déjà, j'ai noté pardon. Le cas ne régit pas tout. Tu lui as pété toutes nos théories depuis le début là. Mais j'imagine qu'effectivement, ce qui signifie, ou en tout cas moi je l'ai compris comme ça, c'est dire qu'il y a d'autres forces qui interviennent dans le monde, autres que le cas. Déjà, il y a la force. Et ensuite, peut y avoir l'anti-cas, on en avait déjà parlé, je crois, dans l'idée, ou alors vous en parliez dans une émission de Stephen King, qui est pas celle-ci, mais une autre, où vous parlez de... Le roi Steven. Merci, le roi Steven. Là, le gros trou de mémoire. Attends, il parle du roi Steven. Pourtant, on s'est pas fait chier sur le nom. Non. Non, vous en parliez quand vous parliez de... C'est pas dans Insomnie non, parce que je n'ai pas écouté, parce que je n'ai pas lu, mais... damn Pet Sematary. Cimetière, merci. Où vous parliez du c'est pas le croque... Qu'est-ce qui se passe avec ma mémoire c'est le Wendigo. Le Wendigo, qui est une forme d'anti-cas, qui crée en fait les événements de manière à contrecarrer les événements qui auraient dû se passer, mais créer des événements ou un environnement pour que les événements qui se passent comme lui voudrait que ça se passe, bien pour lui, se fassent. C'est-à-dire, les gens doivent mourir pour créer le cycle de son cycle à lui, les gens meurent, donne une façon de faire revenir les gens à la vie, et ça lui permet lui d'en tirer de la force. Voilà. Alors on en a peut-être parlé aussi dans 2263, où il y a justement le temps qui s'oppose à tout changement radical dans ce qui devait se dérouler. Oui, c'est une autre force effectivement qui fait ça. Pour moi, dans 2263, on est presque dans le cas, en fait, de se dire, ok, le cas, il a dit que tel chemin devait être pris, et on peut pas trop en déranger. Ouais. Que même si tu évites l'événement qui va... on avait les cas d'un accident ou un truc comme ça dans une forêt. Ouais. L'accident, il l'évite, mais la femme finit par être quand même paralysée ou tuée par la suite parce qu'elle devait mourir selon cette force intemporelle. Ouais. Exactement. Donc on peut imaginer qu'effectivement que les coïncidences, le hasard, la chance, tout ça, ce sont des forces qui s'entrechoquent un peu et qui vont essayer de rectifier tout ça. Et c'est intéressant parce que j'ai vu il y a pas longtemps un épisode de X-Men 97, le dessin animé qui sort, qui est fait là sur Disney+. J'ai ça parce que dans le dernier épisode, il parle il y a beaucoup de références au voyage dans le temps, sans vouloir spoiler. Mais en fait, il y a un personnage qui s'appelle Cable qui voyage dans le temps pour essayer de changer le futur. Et en fait, il explique qu'il y a certains points dans le temps, qu'ils appellent des nœuds, dans lesquels il peut jamais intervenir. Quoi qu'il arrive, s'il essaie d'y aller, il est repoussé. Et en fait, c'est des points tellement importants ils sont obligés de se passer de cette manière-là. Et c'est intéressant, du coup, d'avoir ça, parce que plus tard, on aura une autre référence aux X-Men dans La Tour Sombre. Tout à fait. Et en tant que grand spécialiste de Doctor Who, je dois me dire dans Doctor Who, ils appellent ça des points fixes dans le temps, des choses sur lesquelles on ne peut pas intervenir. Ouais, c'est marrant. Et du coup, je me dis, est-ce que les points fixes dans le temps, c'est... On se posait la question quelques épisodes précédents, quels ont été les moments décisifs de notre vie? Est-ce que les moments décisifs, c'est pas des points fixes de dire ok, là il y a eu un switch et qu'on les identifie ou pas, parce qu'il y a des chemins que tu prends pas sans savoir que tu les as pas pris. Bien sûr. Mais c'est peut-être les mêmes ou pas. Du coup, pour reboucler sur 2263, le personnage arrive à changer un nœud du temps qu'il n'aurait jamais dû changer, et en fait Jack, ça vient. Oui, c'est un Jack. Et en fait, du coup, il casse le temps, il casse le monde. Et parce que quand il revient dans son propre temps, il y a eu des guerres nucléaires, tout est parti vraiment fort, en fait. Et il y a toujours cette entité dans 2260 dont on ne connaît rien, mais qui contrôle les voyages dans le temps. Un peu comme la TVA, quoi. Voilà. Donc la palabre, au cours de laquelle il raconte ce que nous, on a déjà raconté jusqu'ici, dure jusqu'au coucher du soleil, quasi sans interruption. C'est la première fois que Susanna entend le récit de Roland, qu'Eddie connaissait déjà, et fait les mêmes connexions historiques que nous, Arthur, Merlin et compagnie. Jake, lui, est fasciné par le récit du tirage d'Eddie et Susanna. Eddie continue la palabre à partir de Shardik, et Jake tilt, et il fait le lien que j'avais fait à cette époque-là, enfin au moment où on en a parlé, le livre de Richard Adams qui parle aussi de lapins dans un autre livre, Watership Down. Et Roland confirme ce que nous on disait, les portes relient les mondes, dans notre monde il y a des vestiges de celui de Roland, et vice-versa. Susanna prend la suite du récit quand il repart du portail du gardien, pendant que Jake se rend compte que lui aussi, il peut voir le rayon, dans les nuages en l'occurrence.
Et au passage du récit de Susanna, on apprend qu'il y a un sujet qu'elle omet. Elle soupçonne être enceinte. Elle soupçonne être enceinte depuis le viol du démon. Et c'est pas un timing au hasard, à mon avis. Non. Juste un tout petit point sur la VOVF. Ça, Ouais. je sais pas si vous l'avez noté, dans le passage 20, il parle de Eddie lança un regard en coin à Jack et fut abasourdi de voir de la reconnaissance, de la recognition, qui est en italique dans le truc, dans les yeux du gamin. Et en fait, c'est de la recognition qui a été pas traduit. Dans la VO, c'est aussi la the recognition. Et c'est tout à fait... la personne ne l'a pas traduit, n'a pas pu le traduire. Ça existe en français, a priori. Recognition ? Ouais. Je le connaissais c'est pas, je marrant. te cherchais là, c'est en philosophie, Oui, un acte il est de aussi- l'esprit non, mais- qui reconnaît en identifiant une chose. Donc cette reconnaissance, ça existe, c'est vraiment. C'est un vrai Avec un terme. sens particulier. Et maintenant que tu le dis, je vois qu'il est aussi en italique en VO, effectivement. Donc c'est pas l'italique qui fait que le... Ok, toi pour moi. Oui, surtout que dedans, il y a l'idée de cognitif. Ouais. Parce que si on enlève le préfixe re, ça reste la racine de cognitif. My bad. Et qu'est-ce que je voulais dire sur le point 21 ? Le temps, en quelque sorte, avait glissé en... Ah oui, quand il parle de Walter, il se réveille genre 500 ans après. Le mec qui part en couille. Sérieux, quoi. Roland, arrête. Au début... Enfin, je sais pas, C'était pas un feu de camp son truc là. Hein. quand il se Non, mais réveille, c'est un il dit politicien, ça il doit en faire fait des 10 ans, caisses, max. Et là, Ah, il dit attends, 500 ans. Wow. Je sais pas. Il dit quoi ? Mais comment est-ce possible, Roman ? Effectivement, il parle de portes. Il dit ça peut être des portes qui fait qu'ils sont passés des portes en disant mais comment est-ce possible, Roland ? Comment se fait-il que des gens de ton monde connaissent des choses de notre monde, et ainsi de suite ? Mais on en a parlé 1000 fois. Il y a des portes et les gens voyagent et Ouais. en fait, du coup. Ouais. Et j'avais noté la méta et les portes vont devenir mes deux nouvelles passions dans la vie. Parce que la méta, ça C'est l'était déjà le pas cas. déjà. Ouais, mais les portes moins. Et les trains, comme il y a des... Je suis vachement... J'ai eu un réel sur Insta hier qui est trouver un homme qui vous regarde comme ces deux hommes regardent un train. Et en fait, il y a une vieille locomotive et t'as deux gars qui passent une journée entière à prendre des photos et à filmer. C'est Un peu comme dans Big Bang Theory. J'ai Oui, perdu son nom. Sheldon. Il y a La une même. Il y a une vidéo célèbre qui est vieille maintenant sur internet d'un mec qui filme une locomotive et il dit oh là là, en anglais il est américain, il fait oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, oh elle est incroyable, regardez-la, et t'as le conducteur qui passe et il fait onk, onk, et il fait oh ce bruit incroyable. C'est toi avec les portes. Tu vas faire ça avec les grincements de portes. Regardez, ça glisse. Demain matin, t'es à Leroy Merlin et tu testes toutes les portes. C'est vrai, monsieur, est-ce qu'elle passe les mondes cette comment ça? Est-ce qu'elle passe les mondes? Juste. Veuillez sortir, monsieur, ça suffit maintenant. Jack, lui, ne veut même pas essayer d'expliquer ce qu'il a ressenti, alors qu'il se sentait divisé, mort et vivant. Ce qu'il veut, c'est parler de sa composition de fin d'année et comprendre Blaine. À la fin du récit de Jake, Eddie voit que Roland a peur. Roland demande à Jake de revenir sur le passage du terrain vague. Il aperçut le pouvoir talismanique du lieu, comme les drawers de Susanna, ou comme ce que lui a vu à la fin de sa vision dans l'ossuaire. Jake se souvient de tout dans les moindres détails. Il récite le début du poème sur la tortue, que Roland a appris dans son enfance. C'est un nouveau lien entre les mondes, mais celui-ci a du sens et sera peut-être utile un jour. 2 points. Fin du point 21, dans le point 21, pardon. Il dit il leur raconta avoir suivi les traces de Chardy jusqu'au portail de l'ours. Il dit qu'il le dit, leur narra que quand il avait appuyé la tête, il s'était surpris à se rappeler du jour où il avait convaincu son frère de l'amener à Dutch Hill afin de voir le manoir. Je rappelle, quand ils sont dans la tanière de Chardy, qui a cette porte dont on ne sait toujours pas ce qu'il y a derrière, ça lui rappelle Dutch Hill. On le savait déjà, donc il y a vraiment cet effet il y a vraiment un démon derrière qui garde une porte, qui garde un passage. Et je suis surpris que personne n'ait relevé ce petit point de détail, passage 22, quand il dit « Peut-être devrais-tu me plonger sous hypnose ?» dit Jake avec hésitation, comme tu l'as déjà fait au relais. Roland secoua la tête. « Inutile. Ce qui t'est arrivé dans ce lieu est l'événement majeur de ta vie, Jack. De toutes tes vies. » Waouh. On se calme. Bon, c'est faux, Oui, évidemment, après... parce qu'il a eu 2 vies, Jack. Ouais, voilà. Ça va. Pardon, d'être premier degré. Mais ça m'a fait kiffer de penser au cycle, voilà, c'est tout. Et Jack termine la redite de son récit sur la rose, le soleil en son cœur et à quel point il a senti qu'elle était malade. Ouais, putain, tellement cool. Et là,
Autre truc encore plus cool, Jake sort ensuite Charlie le chouchou pour leur en faire la lecture. Eddie et Susanna connaissent le livre, ils l'avaient quand ils étaient gosses, et ils ne lui inspiraient pas confiance non plus. Tous deux ont perdu le livre, à un moment de leur jeunesse. Il se peut que l'exemplaire qu'a Jake ait été celui d'Eddie, et qu'avant ça, il ait été celui de Susanna. Mais bien sûr, c'est le cas. Tout à fait. Ah, trop bien. À la fin du récit, pour Eddie, c'est assez clair. Charlie existe dans l'autre-monde, et ici, son nom est Blaine. Roland est grave et sérieux, il interroge Jake. Faut-il contourner la cité d'après lui? Mais pour le garçon, le cas veut qu'ils y aillent. Il interroge Eddie. Pour lui, ça n'a jamais été aussi clair, aussi dangereux que cela puisse sembler. Il faut tenter le coup et trouver ce monorail. Ils ont trop de chemin à parcourir jusqu'à la tour, et il n'a qu'une idée en tête, retrouver le champ de rose et voir la tour qui se dresse. Puis il interroge Susanna, elle approuve. Elle lui renvoie son interrogation, mais pour lui, il est temps de dormir, et ils liront le livre de devinettes plus tard. Quand ils parlent de Lude et de le contourner, ils disent si les circonstances nous forceraient à y revenir, donc quand ils n'auront pas le choix. En fait, j'imagine un cycle où ils ont vraiment contourné Lude et ils étaient obligés d'y revenir. Ouais. Parce qu'ils arrivent devant les terres perdues, ils disent on peut pas traverser ça. Ouais. Et juste parce que ça m'a fait mal au cœur de m'en rendre compte de ce passage, je veux retourner dans ce champ de rose et voir la tour qui s'y dresse. Point. Et Eddie qui parle. J'ignore tout ce qui se passera ensuite. Sans fleurs ni couronne, sans doute, pour chacun de nous. Je note juste que Jack n'a pas eu de fleurs non plus sur sa tombe, ni Eddie. Jack, il a une rose à la fin, mais il n'y a que lui. Ouais. Ah, il a une rose à la fin. Roland, il l'enterre dans les bois, il va déposer une rose. Et l'image dans le livre, elle est terrible. Oui, on a une image, une ombre de côté, un profil c'est vrai, un peu voûté. Ouais. D'aventure. Et tu vois, quand je suis allée dans le Maine, j'ai volontairement pas poussé de me dire, je sais où est l'endroit où King a eu son accident et je vais déposer une rose dans la forêt à cet endroit-là, quoi. Je sais pas pourquoi je me suis retenue d'aller faire ça, mais cet endroit existe, quoi. Ouais, bien sûr. Roland met du temps à trouver le sommeil. On comprend qu'il pense aussi qu'ils doivent prendre le train, mais n'a rien dit pour éviter l'esprit de contradiction d'Eddie. Alors qu'il s'est levé pour observer la cité depuis la route, Eddie l'a rejoint sans qu'il l'ait entendu. Eddie, qui a dépassé Cuthbert en tout point, pense le pistolero, parle à Roland. Ils sont avec lui parce qu'ils sont coincés par le cas, mais aussi parce qu'ils le veulent. Il veut voir la tour plus que tout. Il veut faire comprendre aux pistoleros qu'ils sont là de leur plein gré, plus la peine de les traîner. Si Roland mourait, ça ne les empêcherait pas d'essayer de continuer. Eddie implore Roland d'arrêter de les traiter en moutons, en pions sur un échiquier. Roland est piqué au vif. Sans doute pour se protéger, le cœur de Roland voulait continuer à les voir comme des êtres inférieurs. C'est fou. Ils sont d'accord que devant eux, il y a des emmerdes, et sont les leurs à eux tous. Et qu'il va falloir protéger Jake dans la cité. Et en fait, tout ce chapitre-là, on nous répète inlassablement à quel point il va en chier. C'est même plus du sous-texte, quoi. C'est... on emmène ce garçon sur l'endroit où il va souffrir, quoi. Et comme s'il n'avait pas assez souffert. Oh, il continuera. J'adore enfin, moi, ce passage, il est ma boule. De toute façon, les discussions Eddie et Roland, elles sont toutes bien, quoi qu'il arrive. Surtout sous les étoiles et tout, il y a toujours un espèce de truc solennel. Mais c'est surtout le putain, par mon âme, je te crois. Tu vois, te fatigue plus à nous traîner. Ne te fatigue plus à me traîner, je viens de mon plein gré, nous venons de notre plein gré. Si tu mourrais cette nuit dans ton sommeil, on t'enterrait puis on reprendrait la route. Probable qu'on ne ferait pas de vieux os, mais on mourrait sur le sentier du rayon. Tu comprends maintenant? Oui. Puisque tu le dis, mais me crois-tu? Bien sûr, songe à Roland. Où pourrais-tu aller sinon, Eddie, de ce monde qui t'est si étranger? Que pourrais-tu faire d'autre? Tu ferais un bien piètre fermier. Mais cette pensée était mesquine et injuste, et Roland le savait. Dénigrer le libre arbitre en le confondant avec le cas était pire qu'un blasphème. C'était agaçant et stupide. Oui, répondit-il, je te crois par mon âme, je te crois. Blablabla. Apparemment, son cœur voulait continuer à les voir comme des êtres différents, inférieurs. Roland inspira à fond. Pistolero, j'implore ton pardon. Waouh, Roland qui s'excuse. Pistolero, j'implore ton pardon. Il y a tellement de force dans cette phrase. Et je pense que c'est la première fois aussi qu'il l'appelle, enfin qu'il lui donne ce titre. Exact. Pistolero. C'est d'égal à égal, enfin, quoi. Putain, cette discussion, elle est forte, elle est sincère, elle est puissante, franchement, ils sont d'égo à égo pour une fois, quoi. C'est le rôle d'Eddie, comme c'était un peu celui de Cuthbert, de le faire revenir, de lui montrer la réalité qu'il essaie de se cacher à lui-même, quoi.
Bien sûr, on l'aura la même dans Magie Cristal quand il est aveuglé par l'amour. Mais c'est trop bien. Et ça n'empêche pas, dans les passages suivants, de traiter Eddie d'idiot et de rigolo et de clown. Mais juste, on sait que quand ils sont sincères, ils sont au même niveau maintenant. Incroyable. Je trouve que Eddie et Roland, c'est chacun 2 leaders, 2 meneurs, mais il y en a un qui fonctionne avec sa tête et l'autre qui fonctionne avec son cœur. Et je pense que Roland, il a arrêter de fonctionner avec son cœur parce que il s'est passé ce qui s'est passé à Mégis et que si tu prends Eddie là et que tu le mets à l'âge qu'a Roland, potentiellement Eddie il a eu trop de déceptions, il a eu trop de coups durs, il commence déjà à plus en pouvoir et il sera comme Roland, un peu froid, un peu distant et essayer de garder un peu tout le monde à distance en disant de toute façon je vais les perdre donc on va à la tour et on se fixe là-dessus quoi. Ouais. Mais c'est autant pour moi Eddie à ce stade-là, c'est autant un leader que Roland, juste c'est pas la même approche. Complètement d'accord. Vraiment, c'est fou. Et dans les moments forts, même dans les moments de baston, il y aura des trucs... Enfin, moi, j'ai une scène en tête qui est incroyable sur le tome 7, quand ils sont dans un des couloirs du Dixie où il y a tout le monde qui arrive et ils sont tous les deux. Ils sont dans un couloir et il y en a un qui déroule en tirant, l'autre qui recharge et ils inversent le rôle et bam, 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 et bam, 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 et bam, bam. Et j'avais ça en tête en mode « Waouh, c'est tellement ouf, ils sont tellement... » codé pour ça, tu vois, c'est 2 pistoleros qui sont là enfin de se faire leur travail, quoi, c'est tellement fort. Ils sont connectés, c'est les deux bords d'une même pièce de puzzle, tu vois, c'est ça le kiff en fait. Vraiment, c'est vraiment le début de ce que ça va devenir. Ce chapitre, il est tellement important pour ça, quoi. Ça marque tout, ça les soude vraiment fort parce que Hot arrive, tout est fort avec tout le monde, c'est... Et tu vois, on va retrouver ce petit moment, et après j'arrête, je suis désolé, on va retrouver ce petit moment très fort de présentation du groupe à la Cala, qui aura eu lieu, je sais pas, moins d'1 an après, mais il y aura eu tellement de choses entre les deux, et ce sera un moment aussi fort que là, à River Crossing. River Crossing, mais avec un groupe qui aura vécu. C'est fort, trop bien, j'ai trop hâte. Ils ne savent pas ce qu'il y aura à Lude, mais ils sont prêts à se battre. Eddie retourne se coucher. Roland, lui, repense à sa promesse à Jake impossible à tenir, et pense à ce qu'il ne leur a pas dit. Char, comme dans Charlie le Chouchou, signifie la mort. Signifie la mort dans tous les langages. Alors qu'il nous explique juste avant, tu vois, c'est la petite différence, c'est que le mot comme kef, je sais même plus ce que c'est. Ils peuvent avoir de multiples significations, mais char, quelle que soit la langue, il n'en a qu'une. Ça signifie la mort. Dans tous les trucs dans le dernier paragraphe, il dit le kef est H-A. Et je crois pas qu'on en ait déjà entendu parler de celui-là, par contre. Le ha. Attends, redis-moi ça. Là, dans le dernier truc c'est la dernière ligne. C'est vraiment les 2 dernières phrases du chapitre. Dans l'ancienne langue était jadis le lingua franca de son monde. Ah putain, j'avais même pas fait gaffe à ce mot-là. Attends. La plupart des mots ainsi que kef et ka étaient de multiples significations. Ah, c'est K. Alors, moi, j'ai une faute. J'ai marqué A. Alors, je me disais, qu'est-ce que c'est cette connerie ? Une erreur de... Il y a une erreur dans l'e-book. Putain, fou. Et le mot char, cependant, char, comme dans Charlie Chouchou, n'avait qu'une. Char signifiait la mort. Oui, c'est pour mettre en différence le fait que K, ça veut dire plein de choses, destin, destinée, karma, machin et tout, mais que char, quoi qu'il arrive, c'est la mort. Ouais, c'est la merde. Rappelle-moi ce que c'est déjà charioterie. Charioterie, c'est quand... c'est la cérémonie... c'est que vienne la moisson. Le feu de joie et la moisson, oui, c'est ça. Vienne la moisson, de toute évidence, ce sens original de charioterie est lié à l'idée de sacrifice humain. Page 289, terme du haut-parlé, et char, effectivement, juste au-dessus. La plupart des mots en haut-parlé ont des sens multiples. Char est l'exception qui confirme la règle. Char n'a qu'une seule signification, et cette signification, c'est la mort. Char est la racine de nombreux termes dans l'entre-deux-mondes, notamment Charlie et charioterie. Très bien. Très clair. C'est fou de terminer... En fait... c'est plus un mystère, il arrive quand même à nous faire des cliffhangers là-dessus. Ça fait longtemps qu'on le sait, Eddie l'a dit 50 fois, de toute façon, on n'ira jamais à la tour, mais on veut quand même essayer et tout. Et on est quand même, on se dit, mais du coup, est-ce qu'il va déjà remourir? Est-ce que c'est vraiment à Lude qu'il y en a qui vont mourir et tout? En fait, on peut se poser la question de, est-ce que c'est parce qu'il monte dans Charlie, qui signifie la mort, ou la mort qui les transporte, que c'est là en fait que le groupe a perdu en fait, dans le sens on sait qu'ils vont mourir parce qu'ils ont fait ce chemin là, mais s'ils avaient pris un autre chemin autre, est-ce que finalement ils auraient réussi autrement? C'est intéressant. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ce chapitre 4 du livre 2 du tome 3?
Non. Je m'en lasse pas. Hein. C'est trop bien. Ouais, c'était trop cool. Passage Non, trop stylé. toutes ces préparations, ce développement de cette identité de groupe sont géniaux. Ouais. Ouais, C'est vraiment un beau chapitre. Et c'est fou, hein, c'est vraiment parce qu'on le détaille que je me rends compte, enfin, je l'avais beaucoup aimé, je m'en souviens, mais c'est vraiment parce qu'on le détaille que ça en prend sens à tout va, quoi. La puissance, ouais, de ouf. Et de la ouf. suite, folle. Ouais, d'ailleurs, la suite, c'est le pont et la cité, qui est beaucoup trop gros pour qu'on le fasse en une fois. Donc, on ira normalement, on reconfirmera d'ici là, à peu près à la moitié, ça veut dire que ça tombe au 22. Donc, la prochaine fois, on fera le pont et la cité, point 1 à point 22. Et pour le reste, on verra. Ah ouais. Normalement, il nous reste 3 épisodes, dans l'idée. 2 ou 3 épisodes et un live. Ça, c'est fatos, hein. Ouais, il passe beaucoup de temps à courir aussi. Hein. Ah ouais, il y a 70 pages quasi sur les 22 premiers points. Ouais. Ouais, il est hyper long. Et après... C'est le dernier... Attends, c'est le dernier chapitre Et un très court chapitre à la fin. Je sais pas si on se le garde pour un épisode court, parce que... Ouais, on sera en septembre. Ah ouais, et, devinette et terre perdue. 487, 520. Ah oui, effectivement, il fait même pas 40 pages. C'est fou. Ouais, on verra ce qu'on en fait. Si on le traite en live, et puis, tu vois, on peut faire un live, une première partie où on fait 40 pages, on termine en direct cette partie-là, et puis après, la partie question habituelle. Ouais, un petit live de transition. Exactement. Écoutez, fidèles auditeurs, auditrices, vous avez des choses à rajouter, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord, vous avez des questions, quoi qu'est-ce que vous voulez. Spotify, je fais toujours des questions, des sondages, c'est ouvert. Le Discord de Podcut, qui est le label qui produit ce podcast, le Discord de Stephen King France, nos réseaux sociaux, voilà. Tout est en description de l'épisode de toute façon. Merci messieurs pour cet épisode. On se donne rendez-vous le 19 juin à Lude pour une petite sortie scolaire. Pas piquer des hannetons. Ça va être sportif, hein, mettez vos meilleures chaussures parce que on va courir. Trigger warning sur si je me souviens bien des détails un peu dégueulasses. Ça va être un peu crado, ouais. Ouais. Je me souviens pas. Ouais. Si, King est bon quand c'est crado, on va se régaler à détailler ça. Merci encore et que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le Et le double du compte pour toi. vous. La façon dont il le dit, Alexa, stop. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Alexa. Oh putain, c'est Blaine. Elle a reconnu Blaine, on est dans la merde. Non, elle est en train de se révolter. Non, Il faut bien leur parler aux pour IA. ma machine à laver. Je suis vraiment désolé, excuse-moi. Pour le montage, ça va être trop de ouf. J'ai réussi de reprendre ma phrase. T'inquiète. Voilà. Oui. J'y pensais. Que plus c'est tôt, mieux c'est. Non, on attend qu'il nous regarde. Il ne regarde pas là. Non. Il ne regarde pas là. Oh, pardon. Je suis désolé. Du coup, Wow. je vais fermer des trucs au fur et à mesure pour me dire attends, ça, je n'en ai pas besoin, ça va biper, ça va me saouler. Je suis vraiment désolé. Pardon. Et je regarde du coup que mon enregistrement soit bien lancé, que c'est en cours. C'est le cas. Hop, on va lui donner un peu de marge pour pas me Mais faire le doute. flipper. Pardon. Non, c'est bon. 1, 2, 3 et après on clappe. 1, 2, 3.